Andorre sur Férix, t'as toutes les combines Andorre pour survivre dans notre galaxie. Andorre, être belle, ça ne va pas de soi. Andorre, mais au final, tu trouveras ta voie. Bonjour à tous, ici les Lucas-filles. Bonjour Claire. Bonjour Aurélie. Alors aujourd'hui on va vous parler de la série Andorre qui s'est terminée il y a une semaine sur Disney+. Alors le temps qu'on le monte après. Ouais, voilà, 2 semaines. Donc ouais, 12 épisodes. Il y en a les 3 premiers sont sortis d'une traite et puis après c'était un épisode tous les mercredis matins. Et vous allez voir, on a des avis et des ressentis très très différents sur cette série, donc ça devrait être intéressant qu'on échange dessus. Et puis, comme d'habitude, hein, vous serez invité à donner votre avis dans les commentaires, hein, avec grand plaisir. Tu veux commencer, Claire? Vas-y. Alors juste déjà, c'est pas un disclaimer, mais on va dire, bon, déjà le fait que j'ai l'impression qu'à chaque série maintenant qui sort, on va dire que c'est clivant, euh, mais c'est Star Wars, et là j'ai l'impression que c'est encore plus clivant. Bizarrement pas sur la qualité, parce que c'est vrai qu'on est vraiment, alors d'habitude c'est clivant, mais pas en termes de amour total et complet. Ennui, Voilà. désintérêt. C'est ça. Et là, on a vraiment l'impression que tu as des gens qui sont là à crier au génie, formidable, la meilleure chose qui soit jamais arrivée à Star Non, Wars. j'irai pas jusque-là. Ah, il y en a qui l'ont dit, j'ai vu Oui, passer. oui, oui. Mais ils ont oublié l'épisode 8. Ils ont la mémoire Ouais. courte. Ils l'ont jamais vu ou ils l'ont pas compris. Enfin, c'est pas la question. Bon, je dirais que la meilleure chose qui est jamais arrivée à Star Wars, théoriquement, ce serait l'épisode 4, puisqu'il n'y a pas de Star Wars, t'as pas l'épisode 4. Oui, bah oui, de toute façon, Voilà, c'est George je pense que Lucas, hein, qu'on tout le le veuille. monde devrait être d'accord, normalement. Encore que, il y a des gens qui te disent que la trilogie originale n'avait aucun intérêt et que heureusement qu'il y a eu la prélogie. Donc, c'est vrai Ouais, que, mais il n'y aura pas de prélogie sans trilogie originale, quoi. Je veux dire, voilà. si le premier avait pas fait un carton, on serait pas là aujourd'hui. En tout cas, on discuterait d'autres choses, hein, Ah, mais tu, vraisemblablement. tu croirais que ça mettrait les gens d'accord, mais apparemment même pas. Mais donc, tout ce qui touche à Star Wars, visiblement, est très clivant. Bon, alors après, de l'autre côté, tu as des gens qui disent, je n'en vois pas l'intérêt. Je vais me ranger dans ce camp, mais je tiens à le dire tout de suite que j'ai énormément de choses à dire dessus et pas en mal. Nécessairement. La chose que j'ai à dire en mal principal, je pense que je vais la placer rapidement, même tout de suite d'ailleurs. Ça n'est pas du Star Wars. Voilà, ça n'a rien à faire dans Star Wars. Maintenant, c'est bon, mais ça n'a rien à faire dedans. Et on développera après. Ça a tout à fait à voir avec Rogue One et ça repose toute la question de Rogue One qu'on n'a toujours pas mis sur notre playlist Ça encore. viendra, ça viendra. Mais voilà. Alors encore que Rogue One a encore sa place dans Star Wars. Mais par contre, c'est complètement cohérent avec l'univers de Rogue One et je vais avoir finalement plus de choses positives à dire que de choses négatives. Mais deux choses. Un, c'est pas nécessairement moi ma cam. Donc c'est peut-être pour ça que j'étais pas intéressée. Et deux, effectivement, je trouve que c'est peut-être pas les meilleurs choix à faire pour Star Wars et ça m'inquiète pour l'avenir de la franchise et pour ce que moi j'aime dans Star Wars. D'accord. Ok. C'est vrai qu'on n'a pas du tout, on l'a pas approché pareil, on l'a pas vécu pareil, mais depuis le début, hein, parce que quand ils nous ont annoncé toutes les séries en pagaille, c'était vraisemblablement celle pour laquelle j'étais le plus hypée en fait, Andorre, parce que j'attendais justement, je le sors tout de suite comme ça c'est fait, mon armée des ombres dans Star Wars. Que ce soit le livre de Kessel ou le film de Melville. Euh, pour moi, c'est la référence du film de guerre point de vue de la résistance. Vraiment, la résistance, la guerre sale vue de la résistance. Pas sur les champs de bataille, mais à la commandantour, dans les champs, dans les mines, enfin voilà, quoi, la résistance qui se cache. Et donc, c'était ce que j'attendais d'Andorre, parce que dans Rogue One, justement, il y avait ce parti pris de montrer la guerre un peu plus sale, d'envoyer un commando suicide, etc., d'être plus vraiment sur le film de guerre hors franchise Star Wars, mais de l'amener dans l'univers Star Wars. Et c'est sans doute là que ça pose un souci. On va en rediscuter. Et c'était déjà le cas quand Rogue One est sorti. Il y avait eu vraiment deux écoles, hein, deux façons de recevoir le film. Et c'est ce que j'ai eu. Voilà, moi j'étais hypée pour ça, j'espérais ça, et j'ai eu l'Armée des Ombres dans Star Wars. Je trouvais que ça allait de soi, compte tenu de ce qu'on devinait du personnage d'Andorre dans Rogue One, en particulier la séquence dans laquelle il était introduit,
où effectivement, on est undercover, on est sale, on est obligé de tuer les alliés d'hier parce qu'ils sont pas fiables, on peut avoir été suivi, machin. Enfin, voilà, c'est la guerre crade, innommable, de gens ordinaires qui ont signé, pas pour aller sur le front en uniforme, mais pour mener leurs opérations bah, dans l'ombre, l'armée des ombres, hein, typiquement. Donc, ils sont partis là-dessus et c'est exactement ce qu'il fallait faire, je pense, pour cette série. Donc, j'ai pas été déçue, d'autant qu'au niveau de l'exécution, j'ai trouvé ça impeccable. Voilà, je le dis tout de suite. Donc, je suis dans le camp, vous aurez compris, de ceux qui ont adoré cette série. Voilà. Je savais que ça te plairait pour ça c'est l'historienne et que tu as toujours été intéressée par cette période, tu adores les documentaires. Donc je savais exactement ce que tu allais aimer là-dedans. Et c'est vrai que comme moi, tu savais que Mm. typiquement tout ce qui se passe sur la Deuxième Guerre mondiale, voire même la Première, mais alors je ne peux pas, je ne peux pas. Donc effectivement, ça, c'est sûr que j'étais pas la bonne cliente pour. Et Mm. pour autant, je reconnais tout à fait le travail qui a été fait, qui est cohérent là-dessus. Et voilà, et ce que tu viens de très bien d'expliquer, je suis tout à fait, je le valide et c'est intéressant, mais ça t'éloigne de tout ce qui est mystique et magique. Il y a un tout petit élément mystique, mais il est franchement, alors, il est parallèle, pas indispensable et machin, mais c'est vrai que toute la magie, toute la mystique, tout le côté enchantement, et t'es pas sur la lune enchantée d'Andorre. Pourtant, t'es sur un avec Andorre, donc aurait pu avoir la lune enchantée d'Andorre. Donc Andorre ne m'a pas enchanté. D'ailleurs, il est désenchanté lui-même pendant tout le truc. Enfin, il n'y a rien d'enchanté. Et alors du coup, je dirais que c'est complètement en opposition avec le projet du coup de Georges Lucas qui voulait faire quelque chose finalement de fantaisie, de contes de fées à une époque où on était justement dans du dur, du réaliste, du conflit sociaux, des choses comme ça. Donc il voulait réenchanter l'univers de la fantaisie, ou alors que tu avais justement en parallèle, tu avais énormément de choses dystopiques. D'ailleurs son premier finalement travail à Georges Lucas THX machin là c'était une dystopie science-fiction. Il y a eu du recyclage d'ailleurs des visuels, un certain nombre de choses dans Andorre, c'était bienvenu. Bah, tu parles pas. KHX 1138, ouais, c'était Mais bienvenu. du coup, avec Star Wars, c'était tout à fait un autre projet. Et là, ce que fait Andor, et c'est pour ça que je dirais que ça n'est pas du Star Wars, c'est qu'il prend le contrepoint qui est de revenir à du réalisme, et un réalisme tellement ancré dans des visuels qu'on a justement documentaires, et tu as brandi Joseph Kessel, mais tellement ancré dans notre réel avec, alors certes, travail d'architecture, on va pouvoir en parler aussi, et c'est aussi Oh une oui. marotte de l'architecture, mais sans aller chercher des endroits, des courants, etc., des costumes. T'as un mec en costard cravate, quoi. Et donc, moi, j'étais là, et en doudoune, ne me parle pas de l'alien en doudoune. Et donc, du coup, c'est tellement trop dans notre monde, avec des conflits sociaux qui sont trop dans notre monde, ou des situations, t'as une Leni Riefenstahl qui se balade, des machins. Certes, il y avait une histoire du nazisme qui était, ou du Vietnam qui était, on l'a parlé en sous-texte. Mais là, tu l'as vraiment dans ta gueule, quoi. Ouais. T'es pas obligé, tu pourrais très bien dire que voilà, c'est une version vaguement alternative de la Deuxième Guerre mondiale et de la montée du nazisme, en fait. Ça pourrait être presque ça, c'est léger basculement alternatif. Du coup, ça m'a ça m'a pas plu pour ça. Mais Mhm. après, voilà, on va reparler des qualités et des choses très intéressantes sur le plan symbolique, etc. Mais en même temps, c'est pas excessivement neuf ce qu'on va discuter parce que toutes ces dystopies et toutes ces histoires de science-fiction qui parlent du totalitarisme le font déjà, elles l'ont déjà fait et l'ont fait très bien. Donc, c'est juste une pierre en plus, quoi. Alors, moi, tu verras dans les références que j'ai notées, je suis plus dans les classiques. Classiques 19e siècle et machin. J'ai vu beaucoup de parallèles, ça, on va pouvoir en parler. Mais je comprends ce que tu veux dire par rapport à une espèce de trahison du projet de Lucas, dans le sens où, effectivement, on n'est pas sur un parcours de héros vraiment mystique, fantasy, etc. Après Star Wars, c'est vraiment les guerres de l'étoile. À la base, le focus, c'était aussi l'étoile noire, la réflexion sur qu'est-ce qui se passe quand tu mets en place une arme de destruction massive.
C'est exactement ce qui est au cœur de la réflexion de Catalyseur, qui est notre book club ce mois-ci, c'est-à-dire on peut très bien faire le parallèle entre la situation du père de Galen Erso et les loulous qui ont travaillé sur la bombe, que ce soit chez les Américains, que ce soit chez les Allemands ou chez les Russes. Donc ça c'était intéressant et effectivement, Lucas l'a amené. Les références à la Seconde Guerre mondiale, on va pas y revenir, mais le look de l'Empire, bon, on est à fond à la Wehrmacht, plus, ou les SS, les deux hein, sont un peu là. L'arme de destruction massive, là pour le coup, ce sont les Américains qui s'en prennent plein la gueule, Hiroshima, Nagasaki, parce qu'il y a quand même un sous-texte, c'est un film qui est pacifiste hein, par définition. Mais ça nous ramène quand même à l'Étoile Noire. Et c'est pour ça que j'ai trouvé que la direction que prenait la série, et sa conclusion, alors là, petit disclaimer, si vous n'avez pas encore vu la série, il faut vraiment regarder le générique du dernier épisode jusqu'au bout. Ils nous l'ont joué en Marvel. Tu l'as pas fait? Non, moi, dès qu'il y a eu l'image, ça y est, libéré, délivré, je n'ai plus à regarder Et encore. c'est dommage parce que c'est vraiment la cerise sur le gâteau ou c'est l'aboutissement d'une partie de l'arc. Enfin, ça prend encore une saveur toute particulière, mais on y reviendra dans la partie spoil. Et donc, qu'on reparte sur les guerres de l'étoile, finalement, c'est pas déconnant. C'est vrai que on n'a personne qui utilise la force. Il a pas, il a pas un parcours initiatif à la Luke Skywalker, à la Rey Skywalker, voilà. Donc il est pas, oui, je sais, je sais. On n'est pas du tout là-dedans. On est sur quelque chose de beaucoup plus gritty, de Rogue One, hein, voilà, qui donnait le ton. Sans même les discours pleins d'espoir, machin, un peu à la mort moelle que Jean fait à un moment donné dans Rogue One, quand elle a toute l'alliance autour de la table. Tu sais, hop, allez, ça y est, maintenant je me fais le porte-parole et tout, on va tout défoncer, les rébellions sont construites sur l'espoir et tout. Non, mais tu sors. Enfin, alors pour le coup, pour moi, c'est vraiment le gros point faible de Rogue One, mais ça, on en parlera dans un autre podcast. Et là, pas du tout. On a affaire à des gens qui sont ancrés dans le réel, c'est ce que tu as relevé, qui sont plus ou moins dépassés par la situation, qui font des choix extrêmement difficiles, enfin tout ce qu'on est en droit d'attendre de gens qui vivent sous le joug fasciste, hein, ou qui veulent se rébeller, ou au contraire qui suivent le flot, parce que hein. On a des personnages, et ça on n'en voyait pas, enfin on les voyait autour de la table dans l'épisode 4, mais les fanatiques de l'Empire. Et alors moi ça m'a fait penser à Battlefront 2, on a déjà fait un épisode dessus, où on était avec un commando de l'Empire, et il y a eu des moments où, moi, les personnages, je les ai trouvés vraiment bien écrits, et les gens de l'Empire, pourtant, ils sont nauséabonds. Ils sont tellement fanatisés, ils sont tellement endoctrinés, ils sont persuadés de faire ce qui est juste, et il y a des moments, ils sont vraiment bien, et tu te surprends à vraiment être dans leur rage, vas-y, vas-y, et puis après tu restes, non, attends, ils vont aller casser les rebelles, en fait. On avait eu le même problème avec Battlefront 2. Là, c'est pareil. Non, mais attends, en fait, oui, j'aime bien ce personnage. Oui, c'est intelligent ce qu'elle est en train de faire. Mais c'est une connasse, en fait. Faut pas qu'elle réussisse. Chez les résistants, t'as des gens qui sont franchement pas sympathiques, pas très attachants. C'était un des points forts de Rogue One aussi. Et c'est le cas d'Andor, le personnage titre. Il est pas plus attachant là qu'il l'était dans Rogue One, hein. Et ça fonctionne quand même, mais ça, j'y reviendrai parce que c'est un autre point fort de la série sur l'affect, comment l'affect est ou pas. Ok, Bah, c'est très bien que et tu parles du truc utilisé pour que attachant. tu sois vraiment investi émotionnellement dans le truc, en fait. C'est presque ce que j'ai envie de dire tout de suite, qui était, on en avait un petit peu discuté, je sais plus si c'était sur un des lives, quand on nous posait la question sur le House of the Dragon, où j'avais dit, ce qui était perturbant pour moi, c'est que autant dans le Game of Thrones, tu pouvais t'attacher à plein de personnages, même des fois des personnages franchement puants en fait, hein, mais néanmoins, il y avait, en dehors de ça, il y avait des personnages attachants. Bah là, c'est le même problème, là, finalement, que dans House of the Dragon, où je trouve que les personnages, aucun d'ailleurs, sont attachants. Et, euh, et, et justement, c'est ça qui est bien. Par contre, c'est ce que je vais noter qui est bien, ce que tu avais dit, Aurélie, là, en quelques mots, c'est-à-dire le fait que d'un côté comme de l'autre,
enfin, le parallèle entre la rébellion, finalement, ce qui est en train de se mettre en place dans la résistance, là, et ce qui se met de l'autre côté dans l'Empire, les personnages sont en demi-teinte dans le sens où il n'y en a aucun là-dedans qui est plus héroïque que l'autre. Ce qui se passe d'un côté est dégueulasse, ce qui se passe de l'autre est dégueulasse. Ils sont, ils sont tous les deux fanatisés d'un côté ou de l'autre. C'est le plus pour moi de la série, mais ce qui amène à la grosse réflexion, c'est-à-dire la manière dont les corps sont employés. Et c'est la déshumanisation et la manière dont les gens deviennent des outils et sont plus des êtres humains, mais des outils. Et donc, d'un côté comme de l'autre, c'est ça que tu vois se mettre en place, c'est-à-dire la mise au pas dans un système qui va forcément te broyer et t'utiliser jusqu'à ta fin, jusqu'à ta mort, quoi. Et ça, ce qui est pas très joie en soi. Par contre, j'ai trouvé bien qu'il le fasse parce qu'il ne, il y avait de la nuance. Typiquement, c'est ta série qui est vraiment faite pour des adultes, encore une fois. Ah C'est pas une oui, série ah pour oui, des oui. enfants, les contenus sont trop complexes mais au moins ils ont eu ce courage-là de montrer que des deux côtés, c'est compliqué et c'est pas propre, comme tu l'as dit. Ouais. Ils auraient pu partir sur une idéologie, celle qu'on avait finalement dans la trilogie originale, qui était assez simple, qui était les gentils et les méchants. Les gentils sont en blanc, les méchants sont en noir, bon, à part pour les Stormtroopers, mais bon, on va faire exception. Mais bon, néanmoins, voilà, c'était assez noir et blanc. Là, bien qu'ils gardent des côtés noirs et blancs dans les visuels, etc., c'est pas exactement ça, quoi. Et c'est courageux de le faire. Mais ça va aussi avec le côté désenchanté que je soulignais, quoi. Et en même temps, c'est un reflet de l'époque qu'on vit où, en termes de géopolitique, les conflits aujourd'hui sont beaucoup moins bien tranchés que pendant la Seconde Guerre mondiale, où tu avais l'Axe et puis les alliés, enfin voilà, les méchants et les gentils. Avec, au niveau individuel, ensuite, toutes les nuances qui peuvent exister, hein, évidemment. Euh, je pense que c'est. Je suis pas tout à fait d'accord sur le fait que des personnages sont pas attachants. Andor n'est pas attachant, il ne l'a jamais été. D'autant plus qu'on n'est pas investi émotionnellement, vu qu'on sait qu'il va s'en sortir. Mais finalement, il y a très peu de personnages. Ils introduisent beaucoup, beaucoup de Il va s'en personnages. sortir pas longtemps. Pas longtemps, mais il va s'en sortir. À l'issue de la Pour la série. série, oui, c'est vrai. Ça, tu t'inquiètes pas. Oui. Et en fait, à part lui et Mon Mothma, tous les autres sont fair game. Tous les autres peuvent y passer. Et j'ai trouvé que j'étais réellement investie émotionnellement. Moi et ma moitié, on avait vraiment le même ressenti sur la série. Par rapport à ces personnages secondaires, ces personnages nouveaux, qu'on a su nous rendre sympathiques malgré eux, parce que ils sont endurcis, ils sont méfiants, ils sont manipulateurs. Je pense notamment au personnage de Skarsgård, là, Luthien. Et, ils vont tous avoir un moment dans la série où tu vas voir au-delà de ce qu'ils projettent et tu vas toucher à vraiment l'humain derrière. Avec tous les profils qu'on nous a présentés, ils ont tous des raisons d'être là, ils ont tous des peurs, ils sacrifient tous des choses. Et je pense encore une fois au monologue de Luten, je crois dans l'épisode 10 ou 11, je sais plus, qui m'a vraiment remué les tripes. Et je me dis, ok, ces personnages-là, je veux pas qu'il leur arrive du mal, y compris les connards et la connasse du côté des impériaux, parce que, notamment ce personnage-là, Deidre, la blonde, la boche, hein, en fait, hein, c'est vraiment, c'est la blonde arienne. Ah oui, oui, voilà, c'est ça, c'est la blonde arienne par définition. Euh, elle est dans un monde d'hommes, donc tu peux t'identifier à elle en tant que femme qui évolue dans un monde d'hommes. C'est la plus futée, c'est la plus acharnée, c'est la plus fanatisée. Ça m'a rappelé le fait que quand tu es une femme qui veut faire carrière dans des milieux d'exception, d'excellence, majoritairement masculins ou historiquement masculins, tu dois être plus royaliste que le roi. Sinon, tu peux pas y arriver. Et c'est exactement ce qui ressort de l'écriture de ce personnage. En plus, l'actrice, alors c'est marrant parce qu'en interview, elle est très détendue et machin, elle a l'air très sympathique, mais elle a l'air tellement bacharde dans son uniforme, etc., avec son manche à balai dans le derrière. Tu te dis, ok, elle est fanatisée, elle est dangereuse, c'est la principale menace, finalement, c'est le principal antagoniste avec l'autre Tartuffe, là, Cornflakes,
Euh, Kellogg's, on avait appelé. C'est ça que tu l'avais surnommé avec ses céréales, là, d'accord. Kellogg's Cornflakes, ouais, c'est ça. Quelqu'un. Alors lui, il est fanatisé et en plus c'est un psychopathe, donc c'est encore autre chose. Oui, mais ils vont Euh, tellement bien ensemble. mais C'est le seul truc qui m'a réveillée sur la fin, moi. Tu m'as intéressé, t'aurais pas pu faire la série sur eux, non, ça aurait été beaucoup mieux. Enfin, alors pour une fois, un vilain croche, double. quand c'est un fou qui tombe amoureux, enfin un fou furieux qui tombe amoureux d'une autre folle furieuse, là j'ai pas adhéré, c'était très malsain. Alors moi je prends, hein. Je Mais suis. Mais non, moi je chie pas du tout. Mais ces personnages-là m'ont intéressée. Lui, j'ai adoré le détester parce qu'il me faisait flipper. En plus, alors l'acteur, il a raison de se faire pousser la barbe parce que dans son physique, avec son menton très très en avant, il a quelque chose d'extrêmement rigide et d'extrêmement malaisant. Donc je trouvais qu'il était parfaitement casté pour le personnage. Et elle, j'ai jamais vraiment réussi à la détester. Pourtant, c'est une garce, hein. Mais j'avais envie de continuer à la suivre, cette femme, parce que c'est vraiment un antagoniste d'envergure pour les loulous en face, quoi. Pour Moi, Luten, en moi, particulier. cet acteur-là, il m'a fait penser à Kyle MacLachlan, moi. Je vois pas qui c'est. L'acteur de Twin Peaks et de Dune, de la version. Ah, le chouchou Ouais, de c'est Lynch. Lynch. Oui. Ouais, Il me faisait trop penser à lui. J'avais il y ce a un peu de ça. visuel-là de lui, tu vois, tu sais, très rigide, macin. Pas vilain garçon en plus. Blanc, tellement blanc. Ouais, oui, mais il m'a fait penser à lui tout du long. Et alors, la blonde, elle me faisait penser à Elisabeth Moss qui joue dans La Servante écarlate. Donc, j'avais cette surimpression de ces deux acteurs qui m'a Ah ouais. perturbée. Et au moins, je vais, puisqu'on est sur le Villainous Crush machin, c'est entre tous les deux, là, lui qui fait une fixette sur la nana, je vais dire qu'au moins, voilà un garçon qui ne fait pas une fixation sur une femme qui ressemble à sa maman. Bravo. C'est rare dans Star Wars, il faut le noter. Il est allé sur le Pas de contraire. complexe d'Oedipe. Alors après, ça dépend s'il y a pas eu un déplacement vers les valeurs impériales, l'Empire. Finalement, Oui. la figure paternelle, et elle, c'est quand même, encore une fois, la cravache de l'Empire. Donc je pense que le transfert oedipien, il se ferait plutôt à ce niveau-là, tu vois. Ouais, mais je pense pas qu'il pense qu'elle va lui servir le lait bleu et les cornflakes le matin, tu vois. Donc, Non, enfin, tout ça pour dire que finalement, moi, les personnages, à de rares exceptions près, je les ai trouvés attachants. Vraiment, vraiment attachants. Mais encore une fois, malgré eux, parce qu'ils n'ont pas nécessairement été écrits pour qu'on s'y attache. Jusqu'à ce qu'on nous montre les failles et ils ont tous quelque chose qui fait que soit tu vas t'identifier, soit tu vas reconnaître leur humanité derrière ce qu'ils font ou ils ne le font pas, d'ailleurs. Et il y a beaucoup, beaucoup de personnages secondaires qui sont pas secondaires. À la limite, je dirais qu'Andorre, il y a des moments où c'est lui qui est au second plan. bah, rentre dedans pendant qu'on est dans les personnages. Parce que c'est vrai que, je pense qu'on est tous les deux d'accord, le casting, il est vraiment impeccable. Il y a des acteurs phénoménaux là-dedans. Enfin, vraiment, mais, alors, Andy Serkis, pour l'épisode 10, seul épisode où j'étais investie, je tiens à le dire. Alors que franchement, hein, j'y allais en me disant, oh non, pour le coup, j'y allais avec mes boulets aux pieds, moi. Hein. C'était, j'en faisais partie de la prison. Il y avait vraiment fallu me pousser, hein, pour y aller. C'est Et dingue, les il différences de est ressenti. Alors que nous, on était là, on trépignait le phénoménal soir même, on a là-dedans. regardé. Leni Riefenstahl, là, que tu viens de dire, était très bien. Ils étaient tous bien. Il y avait Luthen, là, donc Skarsgård était vraiment. Skarsgård père, toujours Oui, excellent. le truc, c'est que, et c'est ça que tu dis, c'est-à-dire que le problème, c'est que Diego Luna est très bien casté pour son personnage, qui doit être quelqu'un qui finalement est dans l'ombre et doit pas se faire remarquer. Mhm. C'est pas que ce soit un mauvais acteur, mais il est pas charismatique. Et autour de lui, tu as énormément d'acteurs extrêmement charismatiques et qui font vraiment un super beau boulot. Alors, c'est fait exprès, j'en suis convaincue, Ah, je pense, oui. mais Mm. le fait est que du coup, ce que tu viens de dire sur le fait que Andorre, ça va se résumer avec sa phrase qu'il prononce dans le film, enfin dans la série, qui est je suis en touriste. Tu es en touriste, mon gars. Tu es en touriste dans ta série où tous les autres passent. Et alors, ce que tu disais avec attachant, c'est difficile de s'attacher parce que comme dans Rogue One, ce sont tous des expendables, de ce que tu as dit, c'est-à-dire que tu peux t'attendre à ce qu'ils disparaissent à un moment donné. Et il y a dans la structure de ce qu'ils ont proposé quelque chose d'assez complexe parce que il y a une valse des personnages et des arcs qui est pas forcément engageante.
Alors après, ça dépend des personnes, mais c'est vrai que d'un coup, sur 3 épisodes, t'es avec telle personne, et puis voilà d'autres personnes, et puis il y en a d'autres, et puis il y en a un qui est là pour deux, et il y en a un là qui est un pour un, et le focus va se faire sur eux sur 1, 2, 3 épisodes. Et puis après, ils disparaissent, ils reviennent dans l'ombre, ou voilà, ou ils reviennent plus tard, ou j'en sais rien. Ce qui fait que en termes d'attachement, oui, c'est parce que tu sais pas si finalement le personnage, tu te dis bon bah voilà, celui-là il va m'intéresser, mais tu sais pas pour combien de temps il est là, et tu sais pas quel rôle il va jouer. Et et du coup, ça, ouais, il y a cette problématique-là du personnage principal qui est moins charismatique que les autres, mais Mhm. logique, complètement logique par rapport à ce qu'il doit défendre. Et cette structure bizarroïde de composite. Et tu vois, le terme composite est très important parce que pour moi, c'est un des symboles les plus importants de la série, c'est la question du métal et du composite. Ah oui, la question du métal et de la et des murs et de la pierre, de la brique. Oui. C'est très très important. Mais justement, c'est un peu comme dans les films de guerre où tu sais pas dans les frères d'armes qui va claquer, qui va pas claquer, etc. Mais on te les présente quand même assez rapidement. Ils ont tous un truc pour qu'on les distingue. Disons, ils ont des surnoms, ils vont avoir des marottes, des accents, un physique, etc. Généralement, tu sais qui va claquer, c'est celui qui est avec la photo de sa fiancée. Le bon gars. Alors non, non, ça a changé ça, parce que dans les films de guerre depuis une vingtaine d'années, c'est plus toujours aussi Ah, simple que souvent, ça. c'est le petit gentil qui est à la Ah cache. ben, je suis désolée, mais c'est vrai. Et donc du coup, tu vas t'attacher à ces gens, même si tu sais qu'ils sont expendables, effectivement, tu sais pas qui va revenir du front de mission. Mais tu vas t'attacher à eux parce que ils travaillent ensemble. À un moment donné, donc quand tu as quand même quand il est parachuté littéralement hein, dans l'équipe de Vel avec cette actrice que j'aime beaucoup là, je sais plus comment elle s'appelle, mais la cousine de Maud Mossma, pour faire un casse, c'est vraiment ça, hein, c'est les 12 salopards qui vont faire un casse pour piquer la solde des Stormtroopers à l'Empire, quoi. Tu te dis, ils s'entendent pas entre eux. Il y a des personnages, ils s'entendent pas entre eux. Ils sont pas obligés de s'apprécier, mais à un moment donné, dans le feu du combat, ils vont être obligés de compter les uns sur les autres pour survivre. Et des frères d'armes, c'est ça en fait. Ils sont pas obligés de s'apprécier au niveau interpersonnel, mais ils sont obligés d'avoir confiance les uns dans les autres parce que sinon ils peuvent pas monter au combat, ils peuvent pas accomplir la mission. Mais Tu dois très toujours temporairement. Parce même si que c'est ça saute. temporaire, même si c'est temporaire, il Ouais. faut que il y a rien qui fonctionne si s'il y en a un seul qui fait pas sa part en fait. Donc ça, j'ai trouvé que c'était bien amené, c'était intelligent de nous montrer. Au lieu de nos équipes de branquignoles dans le Faucon Millenium qui se bouffent le nez mais qui s'adorent, etc. Là, on a affaire à des gens qui, pour certains, ils étaient là ensemble depuis 6 mois, le noyau dur, puis d'un seul coup, tu as un élément nouveau qui arrive, et puis va bien falloir faire avec. Et il n'est pas accepté à bras ouverts simplement parce qu'ils défendent la même cause ou machin. En plus, il passe pour un mercenaire parce qu'il dit bah, moi, je suis là pour le pognon, etc. Il n'a pas encore eu son épiphanie, en fait. Il a pas le charisme de Han Solo, qu'il soit là pour le pognon, si tu veux, ça va pas le faire. Mais il est bon dans ce qu'il fait. Il est démerdard, il est bon dans ce qu'il fait. Donc, il ne l'apprécie pas, notamment un personnage masculin qui l'apprécie pas du tout. Mais il se rend compte que, au moins au niveau des manips, etc., il est fiable, que c'est pas la moitié d'un abruti et que potentiellement, il va pouvoir mettre sa vie entre ses mains. D'ailleurs, c'est ce qui se passera. Ils n'auront pas le choix à un moment donné. Donc, j'ai trouvé que c'était intéressant de l'amener ça, parce que c'est une réalité du terrain. Tous les soldats le diraient en fait. C'est que j'aime pas tout le monde dans mon unité, mais je leur confierai ma vie et ils me confient la leur. Donc voilà, c'est ce qui compte le plus, quoi. Donc ça, j'ai trouvé ça intéressant. Et finalement, ça m'a presque fait de la peine au moment où le Luten se dit bah va falloir que je sacrifie Andorre parce que ce mec-là, il peut nous attirer des emmerdes, il peut surtout permettre à l'Empire de remonter toute la filière, quoi. Et ça m'avait fait chier. Parce que j'avais bien aimé cet esprit-là, la façon dont il l'avait recruté, dont il avait reconnu ses qualités, etc. Mais en même temps, c'était intéressant de montrer ça, que même au sein de l'Alliance, eh ben, faut gagner ta place et puis des fois, tu peux être sacrifié pour protéger un Ah bah, pion. il remonte sur un autre personnage aussi, le Roukmout, là, le pauvre rouquin qui Ah oui, il est était bien, lui. infiltré.
Mais voilà, c'est triste aussi, c'est-à-dire montrer que d'un côté comme de l'autre, il y avait de l'espionnage, il y avait des agents doubles, que la résistance aussi, elle a placé des agents et qui ont dû se faire passer pour, et puis qui peut-être ont été éliminés à un moment ou à un autre parce que, comme tu l'as dit, ils risquaient de se faire repérer. Bah, c'est pas très joli, joli, mais ils le montrent si tu veux Mhm. ça. Et parce que finalement, pour ces personnes-là, c'est le plus ingrat parce que de la vie de tout le monde, enfin, puisque si t'es un bon agent double, personne le sait que t'es un agent double. Donc du coup, tu passes pour un salaud pour le bon côté, quoi, parce que tu Mhm. étais en train de. Puis il y a des fois où peut-être tu as appuyé sur le bouton où effectivement il y a des gens qui se sont fait tuer. C'était probablement la partie la plus ingrate, quoi, de faire ça. Bah, je pense, moi j'ai un visuel de la Libération, le nombre de résistantes pures et dures qui ont dû être tondues à la Libération parce qu'on a les gens les ont confondues avec celles qui couchaient avec les Allemands. Alors oui, peut-être qu'elles ont couché avec les Allemands, mais pour la bonne cause. Sauf qu'au moment de la Libération, dans la confusion générale, pareil, tu as des résistants qui ont été assassinés parce que, aux yeux des autres, enfin, des Français, etc., ils avaient pactisé avec les Allemands. Malheureusement, des loupés comme ça, tu en auras toujours. Parce que, il faut bien placer des gens chez l'ennemi, à des postes clés, etc. Et quand tu vois le sacrifice que Luten est prêt à faire, et d'ailleurs, il a cet échange avec So Guerrera qui est très intéressant, parce que Guerrera passe quand même pour hyper hardcore hein, dans l'Alliance rebelle. D'ailleurs, à un moment donné, il le désavoue, ils veulent plus travailler avec lui, parce que c'est un terroriste. Et même lui, il est soufflé par ce que Luten est prêt à faire pour protéger sa source au sein du Bureau de sûreté impériale. Donc, Oh, bah là, ils sont vraiment traités comme des terroristes hein, dans ce traitement-là. Là. et c'est ce qu'ils sont dans l'absolu parce que on l'avait relevé pareil avec Battlefront 2, c'est-à-dire que c'est une armée de briques et de broc qui combat un pouvoir politique établi, militaire, expansionniste, etc., répressif. Donc forcément, jusqu'à ce qu'ils obtiennent la chute de l'Empire, ils passent pour des terroristes. Et ils sont obligés d'avoir recours à des méthodes de terroristes. Les résistants, que ce soit en France, aux Pays-Bas, les résistants en Allemagne, parce qu'on a tendance à oublier que tout le monde n'était pas pro-Hitler en Allemagne, et dans l'Allemagne nazie, il y avait un underground hyper organisé aussi, hein, depuis les débuts de la guerre. Bah, c'était pareil, quoi. Ils étaient obligés d'avoir recours à des trucs à des méthodes de terroristes. Si tu regardes ne serait-ce que Lucie Aubrac, ce qu'elle a été obligée de faire pour libérer son mari, des attaques à main armée, des machins, des bombes, des trucs. Bah oui, c'est des méthodes de terroristes parce que pas le choix, quoi. Hmm. Parce que ça. Et oui, alors là, pour le coup, c'est vraiment une guerre sale. C'est vraiment une guerre. Oui, et puis le fait que ça passe aussi par l'argent. Qui est Oui, le nerf l'argent, de bien la guerre sûr. là-dedans et que c'est un des gros points. Alors c'est pareil, mon histoire de pognon, ça me gonfle. Mais ça fait partie aussi, voilà, c'était aussi un des points principaux qu'ils mettaient en place, c'est que tu peux pas construire une résistance bah, juste avec l'aide de la force. Et donc, du coup, faut du pognon. Et ils n'ont pas forcément le pognon. Et pour l'avoir, soit il faut faire un casse, comme tu l'as dit, et pas juste être là à sauver des populations opprimées avec bravado, bravache et bravoure. Des fois tu t'en fous, tu vis juste, tu récupères ton pognon, t'arroses au passage quelques personnes Le financièrement. réseau, faut Mais réseauter, voilà, il n'y a pas le choix. Hein. le Rien réseau. Et de sans. l'autre côté, qui est l'espèce d'univers parallèle qui presque avait presque pas sa place finalement. Donc, moi, je pensais que l'arc Mon Mothma serait beaucoup plus, mais il est presque en parallèle finalement. Il pourrait avoir sa série à part parce qu'ils se croisent pas. Enfin, il y a le personnage de l'Axe justement qui Oui, fait l'axe entre les deux. le choix, c'est comme Fulcrum, Oui, voilà, c'est nom de ça. code d'Ahsoka. Hein, enfin, le choix, il est quand même C'est ça. La lourd de liaison. sens. Hein. Mm. Donc oui, il se passe entre les deux. Donc, mais du coup, ils sont chacun dans leur bulle de chaque côté. Et donc, Mon Mothma, sa question, c'est également trouver le pognon. Et ça, C'est pas pour rien qu'on dit que c'est le nerf de la guerre. Hein. ouais. Et c'est pour ça aussi qu'elle est obligée aussi à faire des compromis, à faire des choses qui vont pas avec son système de valeurs ou avec ce qu'elle aurait envie de faire, quoi. Bah, moi, je trouve pas que son arc soit à part parce que dans la façon dont le montage est fait,
il y a quand même des parallèles avec le parcours des autres. Elle est très seule, elle est très très isolée. Alors elle est isolée au Sénat, elle est isolée dans sa propre famille. C'est juste que par rapport aux autres, il y a des paillettes, c'est tout. Mais c'est d'une solitude terrible et elle fait des sacrifices tout aussi monstrueux que les autres. C'est Oui, juste que oui, son arène, c'est pas la même. non. Mais cette femme, moi, j'avais jamais été investie sur Mon Mothma et là, j'ai vraiment eu énormément de tristesse pour elle. Elle m'a beaucoup touchée, cette femme. Je pense que je la préférais quand même en Vestale. Je dois te le dire, qu'en Real Housewife de Coruscant, dans sa limousine, putain, la ça, c'est vraiment, ça m'a gavé, hein. Ces problèmes de couple et de limousine, tu vois, pauvre petite fille riche, machin. Je dis pas, hein, qu'il n'y a pas de la solitude, etc. Mais ce parti pris-là, alors, ça donne les plus beaux costumes et des décors très intéressants. Alors, au niveau des costumes, d'ailleurs, justement, rappelant que Ben étant de Chandrila, j'aurais adoré voir Ben Solo dans les costumes chandrilesques. Ça aurait été intéressant. Voilà, c'était mon headcanon. Je place au passage. Oui, parce que, alors, si pas sur les costumes, si je peux me permettre, du coup, cet aparté-là, ils étaient curieux, les costumes. Je sais que beaucoup de gens ont adoré les costumes. Il y a beaucoup de soins qui est mis, il y a beaucoup de choses qui sont proposées, et ils sont très propres parce que tout ce qui est fait là-dedans est très propre. Euh, Ça m'a gêné au début, les a priori de couleurs, t'étais sur la planète jaune, planète rouge, planète bleue. Après, quand tu es dans la prison, t'as du proto-bébé 8, donc ils sont en, en blanc et orange. Voilà, je me suis dit, tiens, origin story de bébé 8, est-ce que c'est là qu'ils l'ont fabriqué? Je te dis, alors, les utilisations du jean sur des costumes, est-ce que c'est un hommage à Jean Erso? Je ne sais pas, mais il y avait du jean. Ça, c'est loin, celui-là. Le Je ne pense costard pas, non. cravate. Non, mais je le dis, je le redis, le costard cravate, je dis non. Et voilà, et c'est tout ce qui va pas avec le truc, c'est que si tu l'attends dans une dystopie à la Bradbury ou à la Orwell, je le veux pas, je sais pas pourquoi, mais ça me fait chier dans Star Wars. Je sais pas pourquoi. Et parce qu'il y avait que ça, il y en aurait eu un, mais je trouve qu'il y en avait beaucoup comme ça finalement. Et donc ça, je sais pas, ça m'a posé problème, ça. Et puis, ah oui, à la planète rouge, la planète. Vraiment, hein, c'était vraiment, il y avait un code couleur qui était particulier. Enfin, Ah, ça m'a pas dérangé, moi. Je t'avoue que j'ai même pas vu qu'il y avait des morceaux de jean dans des tenues, parce que c'est tellement associé. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, on le porte, c'est un uniforme pour tout le monde, mais à la base, c'est quand même un tissu mis au point pour le travail, pour les chercheurs d'or et les Attends. garçons. Mais Oui, mais c'était dans la brigade là j'ai oublié son nom là de Cornflake. Ils étaient en jean, enfin en costume intégral jean quoi. C'était très c'était pas particulier. jean, c'était bleu marine. Non, non, Je te c'était pas. jure que c'était du denim. C'était du denim leur truc. Ah, je vais retourner voir alors. Ça m'a vraiment pas frappé, hein. Ah ben ça m'a frappé, mais parce que toi, tout le truc te plaisait, mais moi du coup, comme j'étais, tu vois, voilà, j'étais pas embarquée. Du coup, je voyais des détails voilà, qui m'ont frappé plus que d'autres, tu vois, sur le visuel. Parce que il y a un moment, pour moi, c'était ça, c'était le côté, je regardais la peinture séchée, donc je regardais les visuels. Et pour autant qu'il y avait des choses intéressantes à aller à droite. Ah, je trouvais que ça va aussi avec le fait que ça manquait d'étrange, tu vois, le côté magie, etc., le côté aliénant, le côté ça me transporte dans un autre univers. Tous ces trucs qui faisaient très très concret, je te dis, jusqu'au jean, au machin et au bidule, faisaient que ça me manquait également beaucoup. Il y en avait quelques-uns, mais c'était encore un univers très peu envahi par des créatures non Hmm. humaines. Par exemple, la prison, je me suis fait la réflexion, tiens, il y a que des humains dans leur prison. Alors, j'y ai réfléchi à l'histoire de la prison et je pense Ah, qu'en toi aussi. fait, oui, parce qu'il y a assez peu de non-humains. Et effectivement, je pense que c'est un parti pris du départ, en fait, créatif, c'est-à-dire, ça, on va faire que ce soit le plus proche possible des spectateurs. Ben Cela voilà. dit, la prison, je pense que ça se justifie parce qu'on est dans un univers où tout est normé Mhm, pour la physionomie humaine. mhm, mhm. La bouffe, l'air que tu respires, les outils qu'ils manipulent, taille de leurs petites cellules, là, machin, etc.
le fait que les humains résistent pas à l'électricité, ça se trouve, tu as des espèces qui résistent à l'électricité, là. Je pense qu'en fait, sur d'autres planètes, d'autres condamnés non humains seraient mis dans des prisons adaptées à leur morphologie, leur physionomie. On leur ferait faire des tâches adaptées à leur capacité. Là, on leur fait faire des tâches, on leur fait monter à la chaîne des objets qui demandent quand même beaucoup de dextérité. T'as pas tant de non-humains que ça qui ont cette dextérité. Donc, je pense que les prisons sont adaptées à une espèce et ce qu'on leur fait monter à ces prisonniers est adapté également à cette espèce. Je pense que c'est une réflexion globale qui est menée dans toutes les prisons de l'Empire. Je savais que tu allais dire ça. Je savais que tu Ah allais bon? m'en parler. Ah, mais je me doute que c'est le raisonnement que tu peux après développer et qui serait capable de te sortir a posteriori. Je pense que faut pas aller chercher plus loin que justement ce que tu as dit et ce qui pour moi est le défaut, qui est que c'est trop ancré dans des réflexions de totalitarisme et de, je sais pas, à la Foucault, tu vois, surveiller et punir. Là, on est dans ce contexte-là, on est dans ce genre de théorie et d'idéologie. Ce qui est curieux, c'est dans le même temps où ils sont très idéologiques sur ça, sur cette question encore une fois, de la manière dont l'humain est exploité et utilisé comme un outil par une machine totalitaire, idéologique. Dans le même temps, et ça c'était un plus, c'est le fait qu'ils soient finalement, eux, dans leurs propos, pas si idéologiques. Dans le monde où on est actuellement, où Dieu sait si on en parle, toi et moi, le contenu proposé par Disney, mais pas que, par les autres, est woke. Euh, Là, ça l'est pas du tout. Et j'ai trouvé ça vraiment bien qu'ils partent là-dessus parce que tu as énormément de diversité. Alors, pas de non-humains, mais tu as énormément de diversité voilà, tu as des personnages gays, t'as différentes ethnicités qui sont présentes. Ça se fait sans tambour ni trompette, sans classification du style méchant blanc, gentil diversité, parce que tu as de la diversité d'un côté et de l'autre, qu'à aucun moment ils disent ouais, être une femme c'est bien, ou être homo c'est bien, ou être racisé c'est bien. En fait, ça se place comme ça et tu regardes ça, il y a du bon, il y a du mauvais de tous les côtés et ils t'en font pas un projet woke dans ta gueule. Ouais. J'ai trouvé ça super bien de leur part parce que Mm. du coup ça passe crème en fait. Tu dis ouais, là voilà une diversité intelligente. Mm. Parce qu'elle va de soi. Elle Oui. va de soi. Elle est là, elle va de soi. On passe pas la journée à te la mettre dans la gueule avec un agenda politique. Il y a des messages politiques très très forts, de par le thème de base, hein, bien sûr. Mais ils vont pas se situer à ce niveau-là. Il y a de la C'est un représentation, vrai bah oui, parce que universalisme. C'est un universalisme en fait. ouais, Un oui, vrai. oui, c'est ça. Et mais qui va de soi parce que tu es dans une galaxie et que dans une galaxie, tu as de tout. Et puis, fin de l'histoire. Tout le monde s'en fout, quoi, en fait. Tu vas avoir, à un moment donné, si Mon Mothma qui a un petit sourire en coin quand son mari dit à Vel, bah alors, t'as toujours pas trouvé de mari, tu rajeunis pas, etc. Parce que Mon Mothma, elle sait très bien que sa cousine, elle est gay et que le mari, elle n'en aura jamais, machin. Mais, mais c'est tout, parce que, en fait, juste ça. C'est une petite blagounette comme ça, et puis ça n'a pas d'impact dans l'intrigue. Et puis, c'est juste pour renforcer aussi, la complexité entre les deux, la complicité, pardon, entre les deux cousines, le fait que le mari de Mon Mothma, c'est un gros beauf, quoi. Et trois, la manière, les rituels de Chandrila. Oh là là! Le fait Ah qu'à putain, 15 ans, faut te marier, quoi. Voilà, c'est ce côté. rétrograde par rapport à... Tu t'imagines pas ça, en fait. Je trouvais ça culotté d'introduire ça. C'est quand même Chandrila, quoi. Bah ouais, en fait, Chandrila. Oui, On lui a parce mis qu'en fait, c'est ça. Enfin, aussi avec les histoires d'enfermement, parce qu'il n'y a pas que les régimes totalitaires qui enferment les gens. Tu as aussi un certain nombre de rituels. Donc là, Chandrila, on n'est pas dessus, mais on comprend bien que, pour le coup, la cousine, elle a décidé de s'affranchir des rites de Chandrila, où tu as 15 ans, tu es marié dans un mariage arrangé à la drama chinois ou coréen, que t'as pas le choix, quoi. C'est comme ça. D'ailleurs, ils ont des kimonos, des machins, des trucs qui sont pas Oui, asiatiques. Ils pourraient, hein, puisque finalement, on nous montre bien que dans la même planète, tu as de la diversité comme sur la nôtre. Enfin, il n'y a pas de raison que... On sait bien que c'est un microclimat à chaque fois sur Star ah, Wars, mais, mais une bon, voilà, planète, un écosystème. Oui. voilà, c'est ça. Non, Non, mais ça ne bon, marche pas comme ça, les gars. Mais oui, oui, oui. Bah, c'est vrai que
Bah, du coup, c'est une vieille fille, hein, Vel. Hein. Bah, Vel, elle est on the shelf. ouais, Hein. Elle a raté ses premières saisons à Londres. C'est mort pour elle. Hein. À Bridgerton, bah, peut-être elle parce sera là elle en veut train de vivre. tenir le papier peint, tu vois. Oui, puis qu'elle veut vivre, elle veut vivre avec la femme qu'elle aime et pas avec le mari qu'on lui imposerait à 15 ans et que c'était la mort de tous les sentiments et de ton cœur, quoi, en fait. Hein. Donc, Ouais, ouais, ouais. Ben a échappé à ça, c'est déjà ça. Oui, Mais mais moi, en plus, heureusement qu'on l'a envoyé chez lui. ouais, finalement, ouais. Putain. Après, connaissant Léa, je pense qu'elle aurait dit fuck les traditions chandrilènes, en fait. Elle en Bah, a surtout qu'ils sont pas de Chandrila, rien. donc c'est pas Ni l'un ni l'autre. Hein. Attends, un Corélia et l'autre d'Alderan, c'est bon. c'est ça, c'est Et probablement le. l'oncle de Tatooine. Te dire. Mais c'est aussi une autre forme d'enfermement finalement. Et t'as tout qui va autour de ça parce que t'as les systèmes, t'as les costumes qui sont rigides et uniformisés. Comme j'ai dit, moi, c'est quelque chose qui m'a fait chier. Mais ça va avec finalement la conception de ce qui te montre. Je pense que ça fait partie de leur réflexion globale, qui est que ces costumes extrêmement stricts, extrêmement rigides et codifiés, uniformes, parce que t'as pas que dans la prison que t'as des uniformes, il y a des uniformes partout, puisque finalement sur chaque planète, il y a une manière de s'habiller, voilà, qui est codée en termes de Mhm. couleurs, etc. Donc tu as du mal à sortir de la masse finalement. Le seul qui finalement grille là-dedans, c'est Andorre, qui est tu parlais de faire tapisserie, d'être sur les murs. Lui, il est couleur gris bitume, enfin béton, tu vois, et il passerait le long des murs. Pas vu, je suis touriste, tu vois. Enfin, à part un moment où il se fait choper Il s'est chauffé parce qu'il court sur la à plage. Ibiza. Oui, il se Putain. fait choper. Voilà, c'est ça. Bah, parce qu'il est sorti des clous, quoi. C'est fait C'est chier. incroyable, c'est vraiment. Mais, mais tout le monde porte un uniforme, en fait, même Luten, dans cette séquence où il cesse d'être l'Axe pour redevenir cet antiquaire de Coruscant. Il met sa perruque et puis il fait ses il fait Oui, bah, il y a incroyable! la persona, ouais, la persona. Ils ont tout, Voilà, quand il se met en son uniforme. grand discours, son uniforme, parce que quand elle dit ce que tu vois, c'est pas ce que je suis, Oui, c'est un front que je montre aux autres. Quand elle est dans le Sénat, voilà, elle a cette persona, son mari ne sait pas ce qu'elle trame parce que de toute façon c'est un con et que ils ont rien en commun. Donc voilà, il y a le fait d'avoir les masques. Ah, c'est une série où tu vois pas de masque à part dans le fond. hmm, Du coup, parce qu'il y a aucun personnage et masqué. masqué, Il y a exactement, des c'est ça. absents. Il y a deux gros absents. Alors peut-être tu vas me dire que c'est dans le post-générique que du coup j'ai zappé parce que machin, mais pour moi les deux gros absents, les deux gros éléphants qui sont ni nommés ni présents, c'est quand même l'empereur et Vador. Alors Vador, c'est normal parce que finalement j'ai l'impression que personne s'occupait vraiment de lui dans l'Empire, hein, c'est ce qu'on a vu dans l'épisode 4. Puis bon, on l'a suffisamment vu ces derniers temps pour nous le ressortir sans arrêt. Non, puis Vador, lui, justement, il est lié à tout ce qui est la force. Oui, oui, Euh, donc ils ont. pas que parce qu'il traque les rebelles et machin, mais à ce moment-là, les rebelles, ils existent sans exister. Et puis peut-être qu'il est encore avec ses. Ça se passe environ, si j'ai bien À faire compris, sa purge. cinq C'est ans cinq avant ans Rogue One. avant, oui. C'est ça. Ouais, Donc peut-être qu'il fait encore la course aux à utilisateurs de la Obi-Wan. force et machin. Et... Chercher Obi-Wan partout. Et t'es caché peut-être. sur Tatooine, il était dans le sable, tu pouvais pas le trouver. J'ai apprécié qu'on n'aille pas sur Tatooine. Ah oui, ah c'était un plus. On n'est pas sûr, il n'y a pas de planète déserte et que j'ai oublié, ça fait les gros plus. Mais alors l'autre gros absent, c'était l'empereur, qui pourrait être placardé un peu partout ou avoir des holos ou des choses comme ça. Parce que tu as une réflexion sur les lieux de pouvoir, et ça va avec l'enfermement. Donc là, c'est pour ça que c'est très Foucaultesque, on va dire, en tout cas, ou post, tu vois, French Theory ou des choses comme ça. Parce que tu as un examen sur les lieux de pouvoir. On passe par plusieurs endroits qui sont une prison où le pouvoir peut s'exercer, le Sénat, qui est un lieu de pouvoir aussi, et les moments où l'Empire clash éventuellement avec les rituels propres à une planète et les tolère jusqu'à un certain point. Parce que par exemple, dans la question de l'épisode de l'œil, qui est peut-être le seul épisode vraiment mystique, Hmm. ou un peu magique, on va dire, de la série, ils disent bien, c'est la dernière fois qu'ils vont faire leur festival de merde à la con, là. Les fans de Manu Chao avec leur bonnet et leur machin, les Péruviens qui ressemblent pas à des Péruviens, parce que l'année prochaine, tu vois, leur petit festival où ils étaient avant 12 000, on leur a mis des troquets avant pour essayer
de monter sur la montagne. Mais alors, la dernière fois, là, après, c'est fini. Ils n'auront plus droit à leur petit festival Hippie, folklorique. Woodstock, folklorique. Le chalet de Noël, il va fermer maintenant. Nous, on fera autre chose. Et donc, ils tolèrent jusqu'à ce qu'ils tolèrent plus. Bah, il tolère d'ailleurs aussi sur Férix, hein, elle a bien nommé Férix forcément. Donc il y a toute la notion du travail du métal, de taper sur le métal pour prévenir la communauté, pour souder la communauté. Et en même temps, il y a toute une réflexion sur les murs, faire partie des murs, faire partie de la brique, avec ces rituels funéraires que j'ai trouvé fascinants. Ah oui, c'est intéressant, ça. Ah, c'était passionnant. Et ils Funéraire, sont, voilà, donc c'est des mineurs qui vivent dans les corons, tu vois. Enfin, voilà. C'est pas du tout l'architecture brique des corons, mais on est un peu avec Pierre Bachelet, là, quand même. On est un peu, alors c'est pour ça, j'étais au 19e siècle. Moi, je trouve qu'on est un peu dans Ah, Germinal Germinal. ouais, Oui. parce qu'en plus, à un moment donné, donc il y a des, parce qu'on fera une partie avec sans spoil, j'ai l'impression que c'est n'importe quoi, ce podcast. À un moment donné, donc quand il y a les funérailles d'un personnage dont on n'a pas encore parlé, pourtant que j'ai beaucoup aimé, tu as une fanfare. Et Dieu sait si les gens du Nord et les miniers étaient fiers et sont encore fiers de leur fanfare. Et donc là, le musicien, il y est allé à fond, en fait. Et là, on est à fond dans Germinal. Je m'attendais presque à ce que le pote d'Andorre, ce soit le Maheu qui fasse «Ah, vas-y, tire-moi dessus!» machin et tout. Donc, voilà, moi, Germinal, à un moment donné, ça m'a vraiment frappé le parallèle avec même la révolte, la fanfare, le machin. Ah bah Pour moi, on tout, était dans le Nord, hein. pas que le 19e, tu peux le placer à plusieurs types de conflits sociaux, même jusqu'à maintenant avec les Gilets jaunes ou autre chose, mais tu pourrais Mhm. partir sur Bloody Sunday entre les Irlandais, tu vois, le côté Irlande du Nord, tu peux partir sur effectivement des révoltes de mineurs ou des révoltes prolétaires en tout cas. Euh, même entre, tu vois, finalement, alors que c'est généralement pas quelque chose qu'ils aiment trop faire, mais entre bolcheviques et entre les blancs et les Et les rouges, bolcheviks, tu vois, parce qu'ils étaient en rouge quand même. Puis on voit bien que c'est du conflit social, donc avec des trucs socialistes, communistes, ça pourrait. Puis ils sont en rouge, oui, effectivement. C'est typiquement, voilà, t'aurais puis avec à face un, un mouvement totalitaire plus codé à droite, tu vois, tu pouvais partir là-dessus très clairement. alors, à un moment donné, on est parti sur ça aussi, sur Les Misérables. T'avais même ton Gavroche, poseur de bombes. C'était vraiment dans cette rue enfin, les barricades, je tombais par terre, c'est la faute Oui, à oui, il y Voltaire, avait la tu vois. commune. C'est vraiment, Ouais, il y avait ça, puis même il y avait de le ça, fait que même hein. tu vois presque Cassian, c'est presque Cosette dans le sens où il a été récupéré enfant par Marva, bon, finalement qui est une figure aussi autant maternelle que paternelle, parce que c'est celle qui relance celle dont tu parlais, donc qui finalement relance le conflit, enfin va lancer le conflit, l'insurrection, donc en plus d'outre-tombe. Ah, c'était Qui fort, était ça, c'était assez beau. fort et puis qui prononce cette parole. Alors c'est marrant parce que je l'avais déjà bien noté avant la question du métal, elle compare l'Empire à une force obscure qui va rouiller en fait l'univers et donc qui corrompt avec la rouille. Donc c'est logique venant d'une planète de fer, de parler de la rouille comme quelque chose qui détruit, qui va miner Mhm. et tout pourrir, quoi. C'est de la meilleure façon de dire de la pourriture. Euh, et donc, le métal est présent dans le symbole au début de Andorre, puisque c'est une forme métallique Ouais. déjà corrompue aussi, puisqu'elle est en train de rouiller. Donc, il montre que même, tu vois, la résistance, elle n'est pas avec ses plus beaux atours, hein, elle est elle-même corrompue ou corruptible. Ouais. Donc, c'est Parce qu'elle se intéressant. met au diapason de la force qu'elle cherche à renverser. Donc, Oui, par elle dit définition, pareil. pour renverser un système corrompu, il faut des idéalistes, des porte-drapeaux, des porte-étendards. Mais ceux qui vont vraiment faire avancer les choses derrière le poster boy ou la poster girl, c'est quoi? C'est ceux qui vont accepter la corruption, qui vont accepter la corruption pour que les autres aient un avenir meilleur. Typiquement, c'est le cas de Luten, dans ce monologue, encore une fois, qu'il donne au rouquin qui veut absolument qui veut quitter le truc parce qu'il est devenu papa et il supporte plus la pression d'être au BSI, d'être un agent infiltré au BSI.
Et il demande à Luten, bah toi, qu'est-ce que tu as sacrifié, nanana. Et l'autre, il lui tient un discours, j'ai sacrifié mon âme, en fait, j'ai sacrifié l'amour, j'ai sacrifié le fait que quand ce régime sera renversé, personne ne se souviendra de moi. J'ai sacrifié mon Le ego, j'ai fouettais. tout sacrifié. Et le fait est- Le fouettais. et ça, c'était hyper fort parce qu'ils étaient combien comme ça? C'est la différence entre lui et un Saw Gerrera qui veut qu'on connaisse son nom, qui est un guerrier en avant avec ses troupes, machin, qui aime bien le faire en solo, qui revendique ses attentats, etc. Ben, on vous renvoie alors, un petit peu vers Rogue One, sinon ben, vers Soulèvement Rebelle, voilà, qui sera peut-être au programme un jour, je ne sais pas. Oh, Et, sûrement, oui, on finira le truc. et voilà, Saw Gerrera, il revendique, Luten, il œuvre dans l'ombre avec tout ce que ça implique de sacrifice, de saloperie, Donc, c'est fort de voir ce que chacun sacrifie pour la cause. Et ils ont tous vendu leur âme au diable, hein, quelque part, hein, d'une manière ou d'une autre, hein. Est-ce que sur Luthien, parce que en dehors du fait qu'il y a le côté pacte méphistophélien, etc., parce qu'il y a en plus il est histrionique, donc effectivement il a un côté, c'est lui qui d'une certaine manière, comme il va chercher Cassian, presque ce serait presque le Méphistophélès de Cassian, presque quasiment. Il faut un pacte à la fin, Mhm. c'est cette idée-là. Euh, mais alors, par rapport justement au métal, le fait que ce personnage, donc c'est l'axe que cherche à trouver l'Empire, puisqu'ils ont bien compris qu'il y avait quelqu'un qui était en train de mettre en place la résistance C'est et c'est qui... la blonde, hein, c'est Lacheleux hein, qui a compris, hein, parce que tous Voilà. les autres, les mecs, que ce soit l'amiral Patogas, là, je sais plus comment il s'appelle, le mec qui fait toujours des méchants, qui faisait Master Qyburn dans Game of Thrones, etc., qui est Oui, son oui, oui, supérieur oui, oui, oui. hiérarchique et C'est ce tout. que j'avais Enfin, noté aussi. Non, seulement l'autre ok, scientifique c'est fou un aussi. bâtard. Bon, tu me diras, c'est un gradé du BSI, donc forcément, c'est un bâtard. Et il a un nom à la con, on l'a baptisé Patogas. Et bah, eux, ils avaient rien vu, hein. Et heureusement que la teigne, enfin heureusement, malheureusement en l'occurrence, mais la teigne, elle a repéré Elle n'a pas mis la main dessus, du coup. le Mais truc au sens large, quoi. du coup, par rapport au thème du métal, lui, il fait vraiment l'axe parce que tu as d'un côté, il fait la transition entre, tu vois ce que je disais, entre les deux univers parallèles, entre cet univers sale que tu décrivais de la guerre sale. Donc ça, c'est vraiment Férix, tu vois, le métal brut et le métal en décomposition, avec la rouille et les choses comme ça. Tu vois, le petit robot qui est rouge. Alors Wally, hein, moi je l'avais surnommé, ça fait partie des trucs qui me font chier aussi. Il m'a saoulé, hein. Je préfère quand ils font bip 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 bip, en fait, moi, les Voilà, droïdes. mais donc ils sont cabossés, abîmés, tout ce côté euh, Récup. bah, il faut être de Star Wars aussi, c'est-à-dire le côté vécu, le côté utilisé du monde habité, on va dire, de Star Wars. Donc ça, c'est lui, il fait la transition dans le métal parce que quand tu le retrouves sur Coruscant, il vend des pièces métalliques qui sont flambant neuves derrière. Alors, je sais que la plupart des gens se focalisent sur Les Easter eggs. c'est le casque de qui? Alors, j'en ai rien à foutre. Je suis pas allée le chercher. Par contre, je pense que il y a la partie fan service, mais je pense que c'est pas nécessairement là que c'est le plus intéressant. Je pense que c'est ça, c'est cette question du métal qui est présent et que lui, il fait la liaison entre ça et l'autre côté où tout est rutilant, flambant neuf, prend une autre valeur, mais est un masque. Même si on a dit il n'y a pas de masque. Mais il y en a derrière. Et on sait qu'il y a des masques pour tous ces gens qui sont au Sénat et qui sont obligés, bon malheureusement Padmé n'a pas pu continuer de le faire, mais qui sont obligés de présenter comme Bel Organa, tu vois, ils sont obligés de présenter, je compose avec l'Empire, mais derrière j'essaye quand même de leur mettre à l'envers. Et donc, et le fait que lui soit le seul qu'on voit mettre un masque, qui est sa perruque, et Sa son tenue, costume, sa perruque et ses et attitudes. son C'est le seul qu'on acting, voit tu vois, voilà, transitionner. C'est c'est le seul ça, qu'on voit tout ça. transitionner, ouais. Mm. C'est ça, on le voit ça. Et donc, il est vraiment, ce nom est très bien choisi parce que c'est vraiment l'axe, le pivot, il tourne Kazakh, il est au courant justement des masques des autres, il sait très bien ce que fait Mon Mothma, la cousine, etc. Il est le seul qui est au courant de tout ça. Mhm. Et ça, tu vois, c'était vachement intéressant. Ça fait partie des choses très intéressantes qu'ils font. Ah, ce personnage-là, il était vraiment fascinant parce que, bon, déjà, en plus, l'interprète, il n'y a rien à redire, hein, comme Ah d'habitude, oui, il est ça. impeccable. Et puis c'est intéressant ce que tu dis sur le métal parce que même quand ils vont faire un casse
sur la planète, une planète verte magnifique, enfin vraiment que j'ai beaucoup aimé avec ce rituel. En plus, alors c'était magnifique, l'œil, C'est ce très joli. phénomène cosmique vraiment enfin vraiment impressionnant. Mais ils vont piquer la solde des Stormtroopers, des officiers, etc. Et c'est pas des billets, c'est pas des lingots d'or, c'est l'équivalent Star Wars, c'est des crédits métalliques. C'est du métal qu'ils piquent. Du métal rutilant, bien rangé, bien machin, hein, mais c'est du métal Qui va être transformé qui va être transformé, ouais. en guerre, en fait, en matériaux de guerre, en complot, en machin. Donc, c'est toujours cette idée de transformation du métal. Et ça va avec le fait que tous ces personnages sont, ce que je disais au début, avec des outils, donc Mhm. sont une forme sont transformés en objets, eux-mêmes doivent se transformer ou sont utilisés en outils. Et tu vois de plein de manières différentes. Alors, soit effectivement par le fait qu'ils sont utilisés par l'Empire ou utilisés par la Résistance, ou le moment de la prison où tu as effectivement cette mise en Oui, là, service c'est. de l'humain, enfin du corps humain. Alors, je suis pas sûre je pense quand même qu'il y aurait probablement des non-humains qui seraient plus utiles pour visser les trucs. Et t'as plusieurs bras, t'as plusieurs machins, ça devrait aller beaucoup plus vite. Mais Peut-être pour d'autres pièces. Pour d'autres oui, mais pièces. cette obligation, du coup, de fonctionner ensemble comme une machine parfaitement huilée, dans une machine parfaitement huilée qui est leur centre pénitentiaire, qui ressemble au symbole de l'Empire, Oui, puis qui est vraiment le qui- panopticon, oui, bienvenue à la Roquette, qui a disparu et machin. Donc, oui, il y a tout ça aussi qui oui, est parce qu'ils genre. sont surveillés avec les caméras, les machins. Et le coup du sol, j'ai trouvé ça vachement bien. C'était Bah, surtout un... qu'on reste dans le métal conducteur, etc. Ils ont des outils métalliques, eux-mêmes sont conducteurs. C'est le métal encore dans Ils un construisent tuyau. des objets en métal, hein, ils se demandent, à un moment donné, Andorre dit, ces objets ils doivent être importants pour eux. Tu as vu les quantités qu'on fait, les cadences qu'on a. Va savoir ce que ça sert à construire. Et donc, c'est là, bah, alors, du coup, on fera pas une partie avec spoiler ou sans spoiler. C'est là que la scène post-crédit est importante parce qu'en fait, tu vois que ces pièces de métal, Ah, en forme comme ça, là, je vois. permettent d'assembler les panneaux réfléchissants qui vont venir se mettre dans l'oculus de l'étoile D'accord. noire, là où il y aura le laser. Donc Ok. c'est ça qu'ils construisent. Ils construisent pour l'étoile noire. Avec une vue en axe, une des plus belles vues de l'étoile noire. Enfin, vraiment, Ah vraiment bah top. écoute, j'irai le voir du coup, mais Ouais, vraiment très très belle cette séquence. Et ça d'accord. prend tout son sens parce que tu te dis, ok, ça veut dire que 5 ans avant, il fuck déjà l'étoile noire à sa Alors du façon. coup, tu vois, c'est vachement intéressant parce qu'effectivement, du coup, ça revient à autre chose, parce que finalement, c'est l'œil hein, de l'étoile noire. Mhm. L'épisode sur l'œil, qui était un phénomène cosmique magique positif, on va dire, pas de destruction, tu vois, mais de célébration, de communion avec la nature. Donc le fait qu'il soit en train de fabriquer l'œil après, c'était intéressant ça. Oui, oui, Mhm. du coup, ouais. Moi, j'aime pas du tout ce genre de méthode à la Marvel, parce que j'aime pas être Ah, prise en otage. ouais. Et on peut pas le savoir nécessairement. Alors, on avait tendance à rester sur le Mandalorien parce que tu avais les jolis visuels de Ah oui, là, concept c'était du qui te hard maintenaient. porn. Et la musique et tout qui faisait que tu restais. La musique est finalement pas très, pas plus que ça, pas plus Non, mais mémorable, je te dirais qu'elle est un peu comme Andorre, c'est-à-dire que en fait, discrète. elle est discrète et c'est exactement. Il y a des moments de tension qui montent qui sont vraiment, vraiment bien négociés au niveau de la musique, au niveau du montage, au niveau de la réal. Moi, la réal, je l'ai trouvée particulièrement réussie, aussi bien dans les grands moments contemplatifs qui ont posé des problèmes à un certain nombre de personnes. C'est vrai que les 3 premiers épisodes, comme j'ai l'impression dans toutes les séries Star Wars qu'on nous propose, sont assez lents. Et puis après, tu vas avoir des épisodes où l'Adré, elle est, que ça soit le casse, que ce soit bah, la mutinerie, enfin l'évasion, la grande évasion, quoi, qui sont 2 univers très très différents, hein, parce que tu as ce milieu très aseptisé, très... Et tu as tous ces mecs en blanc interchangeables, littéralement interchangeables, en fait, qui se rebellent, qui sont pieds nus, tu as froid pour eux, enfin, je sais, tu te dis, Puis en bah, plus, il y en a qui savent pas nager, alors forcément. ah ça, mais Andy Les Serkis, il machins. était extraordinaire. Ah oui. Kino m'a Et t'es prise génial, mais avec alors toi. tu vois, problème du recyclage, hein, qui est aussi un autre thème de cette série, Mhm. recycler les acteurs, ça peut poser problème. Parce que c'est vrai qu'on en avait rigolé quand il est arrivé, je dis, oh merde, il y a Snoke. Et je rigolais en rigolant, mais il y en a qui sont quand même pas partis en rigolant là-dedans.
Parce que le problème d'avoir l'acteur qui fait Snoke, c'est qu'il y en a qui ont commencé à pondre des théories sur alors attends, mais non, mais vous savez très bien où il était Snoke, c'était le bocal à cornichons, alors pourquoi vous pensez qu'il était dans la prison C'était un pickle. Non, mais c'est en plus, je pense qu'ils l'ont fait parce que un bon euh, acteur? c'est un très très bon acteur, c'est un caméléon. Je veux dire, Snoke, c'était un personnage en CGI. Il avait modifié sa voix, ses attitudes. Enfin, c'était pas Andy Serkis. Il a toujours, on le connaît maintenant, mais il a toujours su s'effacer. C'est quand même bien Gollum, hein, quand même, surtout dans l'épisode 7. Hein. Mais et là, il est sur quelque chose de très différent. Et il m'a brisé le cœur. Moi, j'avais les poils à la fin de Ah l'épisode, oui, tout l'épisode 6, l'épisode je 10. suis restée pour lui, moi, en fait. Hein. Et tu C'était te uniquement dis, parce mais que lui, pourquoi ça il m'a hésite? porté. Pourquoi il hésite? Pourquoi il hésite, ce con? Vas-y, prends. Alors tu te dis, il y a une forme de conditionnement. Ça fait très longtemps qu'il est là. Il a une position privilégiée. Il est persuadé qu'il va bientôt partir. Il a du mal à processer tout ce qui se passe après la mort du Laf, etc. Et tu te dis, ouais, je peux comprendre, mais là, mon gars, TikTok, TikTok, TikTok. Et en fait, quand il dit, je sais pas nager, Andorre, il a même pas le Non, temps mais d'enregistrer ça, il est emporté par les autres. Et tu te dis, ok, ce mec, il a deux destins possibles. Soit il va être pris dans un mouvement de foule, il va faire le grand plongeon, il va se noyer. vous voyez. Soit il va rester sur le côté, il va pas sauter. Et comme ça a été lui la voix de la révolte, il va finir au peloton d'exécution. Oui et non, parce que comme ils ont vachement besoin d'hommes pour construire leur truc, puisque c'est toute l'histoire là de la prison, c'est que tu t'en sors pas, tu peux pas sortir, enfin, tu peux pas sortir de la machine. Et Oui. ça nous renvoie à DJ et la machine, hein. Ah C'était bien oui, aussi. oui, Là, complètement. voilà une exploration dans cette série de la question de l'homme dans la machine, quoi, et l'homme machine. Parce que oui, tu peux pas sortir, quoi. C'est compliqué. Ou tu t'en sors, tu peux mourir. Enfin, faut que tu marches dans le truc ou tu crèves, quoi. En fait, c'est marche ou Mhm. crève dans tout le truc. Et donc, ces gens qui se font mettre en prison pour des raisons diverses et variées, pas Grotesque, très grotesque. T'imagines, grotesques. finalement, ils le savent pas, mais c'est perpète. C'est Oui, perpète parce c'est que tu as parfait. couru sur la plage. Parce qu'ils comptent les jours, leurs jours sont comptés. Ils ont un petit panneau sur leur cellule, sur leur cage, l'espèce de dortoir à la japonaise presque, tu vois. Ils ont leur temps, ils s'encouragent les uns les autres. En disant, ouais, il te reste plus que 3 jours, il te reste plus que machin. Et en fait, ils se rendent compte après que non, ils sont juste remis ailleurs dans la machine, quoi. Ils sont recyclés. Comme beaucoup de choses que fait Star Wars avec du recyclage. Mais là, vraiment, tu as l'idée de ça, de t'es toujours, tu peux toujours servir. Le plus longtemps tu peux servir, on va t'utiliser jusqu'au bout, quoi. Et alors, comment il y a de la rébellion à l'intérieur de toutes ces machines? Finalement, le trait commun dans tout ce qu'on peut voir dans les différents exemples, c'est la communication. Alors là, c'est la communication qui se fait, donc le dialogue. La communication, là, se fait en langue des signes parce qu'ils arrivent à voir les autres unités. Donc, petit à petit, ils arrivent à créer un langage commun pour arriver à savoir ce qui se passe. Et c'est comme ça qu'ils sont au courant de ce qui se passe. La communication qui se fait sur Férix par rapport à leur, tu me disais, au martèlement. Ah ouais. Avec la musique finalement. Alors moi, la fanfare, je suis pas pour. Hein. Alors je trouve ça dommage qu'ils aient. Encore une fois, trop ancré, trop comme une fanfare que tu pourrais avoir dans le Germinal, comme tu l'as dit, ou une fanfare avant une mi-temps de football quasiment. Ils auraient pu jouer du Star Wars, tu sais d'ailleurs avec leur tuba et leur machin, leur susanophone. J'ai Mais j'ai vu, bon, j'ai vu une featurette du compositeur et en fait, il disait que le réal, en fait, la BO d'Andorre est partie de cette fanfare. C'est le premier truc qu'il a composé parce que le réalisateur avait vraiment des exigences très particulières. Il voulait que ça donne le ton pour la série, parce que tu as à la fois, il y a une recherche d'harmonie, mais les instruments sont peut-être mal accordés, etc. C'est un peu discordant, c'est un peu tintamarre, c'est un peu chiant. c'est un peu lourd et Euh, pesant. Ce serait une bonne façon de résumer. alors Lourd que et ça pesant. s'appelle qu'à des musiciens, genre, t'as un orchestre philharmonique dans le cortège funèbre de, comment ça s'appelle, de Marva, hein. Voilà, c'est pas des acteurs, hein, c'est vraiment des musicos qui sont là. Et c'était voulu. C'était voulu. Donc, je pense qu'il y a cet ancrage dans l'univers de la mine. Il y a la notion que la fanfare, c'est l'identité d'un territoire minier ou d'un village minier, en tout cas d'une communauté, parce que tout le monde y participe et que du coup, c'est hyper important qu'à ce moment charnière où finalement ils vont tous s'unir
pour franchir la ligne rouge, y ait la fanfare qui casse les oreilles, certes, mais qui a des harmonies métalliques, justement, je pense qu'à leurs oreilles à eux, c'est du... c'est du Beethoven, tu vois. Nous, ça nous casse un peu les oreilles, c'est pas terrible. Je pense qu'à l'oreille de gens qui travaillent le métal, il y a une perception très différente. Et ça, c'était intéressant que le réalisateur ait cette exigence. Ça reste avec le métal aussi, c'est des instruments cuivre. Donc tu vois, il y a même là aussi, finalement, c'est leur voix, quoi. Leur voix, c'est les cuivres. Comme le martèlement, là, c'est une forme de Oui, leur c'est les campanile, cuivres. parce que finalement, c'est leur grande tour. Et au lieu d'avoir une cloche façon Quasimodo, et c'est finalement taper sur une enclume, C'est le quoi. beffroi du Nord, hein. Oui, c'est ça. C'est le beffroi du Nord. Donc, de toute façon, moi, je pense vraiment qu'on reste dans les corons, hein. Oui, 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 tout à fait. Et puis, je crois qu'ils s'étaient inspirés au niveau architectural de villes d'Amsterdam. C'est ce qu'ils recherchaient. Parce Ouais, que tu dans vois, le la, nord, la ville sur Férix, c'est un mix entre... alors, en termes d'architecture, c'est pas les corons, les maisonnettes en briques qui se ressemblent tous, etc. Mais moi, ça m'évoque un peu certaines capitales d'Afrique subsaharienne. J'ai vu il y a pas longtemps Black Hawk Down, donc ça se passe à Mogadiscio. Et en fait, tu as le bâtiment où ils ont fait leur descente et puis après c'est parti en couille là. Et ça ressemble vraiment à l'hôtel qui à un moment donné va servir de quartier général de commandant tour au BSI et à l'Empire. Tu as cet hôtel qui est une architecture un petit peu plus prestigieuse, un petit peu plus spectaculaire. Et puis après, tu as ces dédales de maisons qui sont à peu près toutes au même niveau, avec des murs faits de briques et de broc et aussi avec les briques qui sont en fait les morts qui font partie des murs. Ça m'a vraiment plutôt évoqué une architecture ouais, d'Afrique du Sud. mais tu vois, C'était même très là, curieux. dans leur rituel funéraire, le fait que le corps réutilisé et Mhm. recyclé encore C'est et refait recyclé. partie. Oui, et refait partie. Alors, quelque part, c'est bien parce que ça montre d'une certaine manière que tu fais encore partie toujours de la communauté parce qu'en plus, tu as les Ouais. gants, machin, qui sont accrochés et tout. Alors, c'est pas des pornos de la main, là, les gants, hein, clairement. Ah non, c'est des gants de manute, Ah ouais, là, non. de Non, l'utilitaire, hein. c'est Ah. l'utilitaire, mais tu vois, l'utilitaire et le fonctionnel. Voilà aussi un thème surexploité là-dedans, parce que l'être vivant est fonctionnel et utilitaire, c'est ce qu'on a Mhm. déjà dit plusieurs fois, et même dans l'architecture qu'ils sont allés chercher à droite à gauche, c'est de l'architecture purement fonctionnelle utilitaire, que ce soit le brutalisme, donc typiquement Le Corbusier, etc. Donc c'est ce gros truc en béton avec des fenêtres pas très très simples et l'architecture Bauhaus que tu peux avoir sur d'autres bâtiments, qui enferme les gens aussi, mais qui est également purement fonctionnel, utilitaire. Finalement, moi, j'ai apprécié de découvrir un aspect de Coruscant qu'on ne connaît pas, hein. On a vu l'Underground dans l'épisode 2 quand Obi-Wan mène l'enquête, mais on n'a pas vu tous les gens qui vivent dans les niveaux moyens, genre le clapier de la mère de Kellogg, là, ou le bâtiment du BSI. La seule fois où on le voit de l'extérieur, c'est au moment où elle part travailler et où son psychopathe villainous crush lui tombe dessus à la boche là. Et ça fait vraiment pour le coup architecture soviétique, bunker. Ça aussi, c'est forcément voulu. Enfin, je veux dire, Bah, c'est d'autant qu'ils sont allés tourner dans plein de lieux réels, hein. Il y avait, je sais plus, il y ça, avait. c'était appréciable aussi, hein. Ouais. Bah, non, oui et non. Oui et non, parce que dans le même temps, ça donnait quelque chose d'extrêmement propre et on n'est pas avec de la CGI dégueulasse ou avec, je sais pas, des trucs, des bouts de machin et des trucs. Oui, du coup, ça a de la gueule, c'est parce que c'est structuré, c'est joli, c'est propre et tout. Mais par contre, ça redevient encore une fois trop ancré. C'est toujours le... Parce que finalement, il y avait des décors pratiques dans la trilogie originale, dans la postlogie, dans la prélogie. Ouais, peut-être les plus ancrés finalement, c'était ceux en Italie, parce que vraiment, tu voyais bien le côté lac de Côme, mais ils arrivaient quand même à les changer un peu par les costumes, par leur gondole à la con. Pourtant, c'était une gondole, donc bon, il y avait quand même un effet légèrement aliénant, si tu veux. Et là, il n'y en a pas parce que
aussi parce que les costumes n'aident pas, parce qu'ils sont, à part pour, je te dis, ceux sur Coruscant, parce qu'ils sont stylisés, etc. Mais ils sont assez, ils pourraient sortir, voilà, comme tu l'as dit, de la République de Weimar ou de choses comme ça. Ils sont pas foufous, leurs costumes, en fait. Il n'y a pas de raison qu'ils aient nécessairement des costumes foufous parce que la plupart des personnages sont des ouvriers et des choses comme Des ça. gens qui n'ont pas de thunes, ouais, de toute façon. Voilà, Ou qui sont mais undercover ou qui sont en mode commando, couleur camouflage, quoi. Mais ouais. Ou alors qui piquent les costumes impériaux. Mais ouais, ouais, c'est. Alors, je pense qu'on en revient toujours à ce truc fondamental que tu as relevé dès le début, c'est-à-dire, OK, est-ce que c'est du Star Wars? Ce parti pris très fort de on va comme Rogue One, on en revient vraiment à ça. Est-ce que c'est du Star Wars à partir du moment où tu n'as pas la force? Alors oui, on sait que la plupart des gens dans la galaxie ne maîtrisent pas la force, ne savent absolument pas ce que c'est, et c'est de la magie, et dans leur vie quotidienne, ils s'en battent les tchouches. C'est vrai. C'est important de raconter leurs histoires aussi. Ils sont pas tous là avec un sabre laser. On a bien vu ce que l'overdose de sabre laser faisait avec la Haute République. Voilà, je frémis d'horreur à l'idée qu'ils les adaptent au cinéma un jour. ou avec la prélogie, hein, si tu vas par là, Ou hein, avec la avec la... prélo, au secours, quoi. Donc, le commun des mortels, alien ou pas, enfin non humain ou humain, c'est la force, ça les concerne pas. Donc, à partir du moment où tu décides de raconter leurs histoires, l'aspect mystique peut être complètement évacué, à l'exception de leur rituel funéraire, de leurs croyances religieuses, leur pèlerinage, de tout ce que finalement on a eu quand même dans Andorre. La question c'est, est-ce que ça reste du Star Wars? Est-ce que ça a sa place dans Star Wars? Est-ce que ça peut être estampillé Star Wars? Ou est-ce que c'est trop éloigné de ce qui faisait l'essence de Star Wars dans la trilogie d'origine, en particulier le premier film, et auquel cas ça n'a pas sa place dans la franchise, quelle que soit la qualité de l'interprétation, de l'exécution, de Oui, la prod, tout ce que tu veux. Et je là, je pense que pense c'est là que le vrai débat. le vrai C'est là débat, le... il est là, en fait. Oui. Et c'est bien que la série le relance parce que Obi-Wan, c'était du Star Wars. On avait Obi-Wan, on avait Vador, on avait des sabres laser. Il y a la Force. Il y a la Force dans le Mandalorien, puisqu'on a bébé Grogu et les Jedi et machin, on a des sabres. Il y a la Force dans le livre de Boba Fett, malgré lui, le Parce pauvre qu'il y a Mandalorian et Grogu. Pascal Mando et Luc de Il n'y la avait Louse. pas eu. Enfin, je pense que c'est pour ça qu'ils l'ont remis, parce que sinon, c'était pas Ahsoka Star Wars. va en bouffer de la force jusqu'à ad nauseam, là, on va nous gaver comme des oies, machin, etc. Donc, la question, c'est, est-ce que dans l'univers de Star Wars, à l'exception des bouquins, parce que les bouquins, ça n'engage à rien, hein, quelque part, et éventuellement des jeux vidéo, est-ce que ça a sa place, une histoire où la force n'est pas présente? Il y Pour en a moi, qui non. pensent, pour moi, oui. Oui, mais je trouve que ça enlève de. Alors, je te dis que ça revient à ça. Ça revient au fait que c'est contre-productif avec le projet. Enfin, c'est une trahison du projet, c'est une trahison de l'univers. Et j'ai peur que ça finisse par l'appauvrir de la même manière qu'à vouloir sans arrêt boucher les trous en expliquant ci, ça, ce machin, ce bidule. Ça appauvrit la symbolique, ça appauvrit la magie, ça appauvrit la mystique. À force de faire tout le temps des explications de tout et de machin, ben à Ouais. trop finalement dilater l'univers, tu lui enlèves sa substance, presque, presque. C'est dommage parce que je comprends que quand on aime Star Wars, on a envie de plus de Star Wars. Parce que trop de Star Wars tue le Star Wars. Ben presque, oui. Parce que nous-mêmes, on est arrivé à À être gavés. saturation, Tu hein, dis sur toi-même, tu as certaines. une saturation sur certains trucs. Alors, évidemment, là, c'est tout à fait logique. Ben, c'est un beau produit, bien fini, machin. Et dans ton cas, ça touche à plein de choses qui t'intéressent. Bon, pas de bol, dans mon cas, ça touche à pas grand-chose qui m'intéresse. Mais après, moi, je le comprends, si tu veux, je le sais très bien pourquoi tu l'as aimé Hmm. en te connaissant. Et j'ai aucun jugement de valeur sur, d'ailleurs, j'ai jamais de jugement de valeur sur même des trucs que moi j'ai pas aimé, qui étaient du Star Wars pour le coup, même le 9, Même le 9. même le 9, ou même la prélogie. Je veux dire, tu peux aimer la prélogie, tu peux aimer le 9, voilà, très bien. Enfin, je veux dire, puis c'est du Star Wars, hein. J'aime pas. Je vais pas dire quand même que c'est pas du Star Wars. Pour le coup, c'en est par tous les aspects. Même les Ewoks, ça pourrait être du Star Wars. Ah oui, je pense que c'est l'ancienneté, hein, qui fait que vraiment, ils ont été validés au final.
C'est C'était la l'ancienneté. bataille d'Andorre qui n'était pas du Star Wars. Le premier pouvait encore l'être, tu vois. Ouais, peut-être, ouais. Mais après, je peux comprendre que ça coince. Et encore une fois, c'est le débat qu'il y avait déjà avec Rogue One. Mais Rogue One, on avait quand même nos loulous là. On avait nos, comme ça, c'est l'occasion de Et sortir le dernier oui, bouquin bah sur ma table. oui. On Il avait nos avait gardiens des peur dans Wills. le couloir, bah, alors On que avait j'aime pas, on hein. avait la Jérusalem, la ville sacrée des gardiens de la force, machin, et des Jedi avec les cristaux Kyber, machin. On avait des gens qui avaient ce mantra, qui confiaient leur vie à la force. Il y avait cette notion-là qu'on ne retrouve pas du tout dans Andorre. Le peu qu'on avait, c'est complètement évacué. Donc, je peux comprendre aussi que ça pose problème. Mais c'est vrai que moi, j'aime particulièrement cette période de mise en place de la rébellion. J'aime beaucoup l'idée d'explorer des mouvements rebelles partout dans la galaxie, bien avant qu'ils ne soient presque tous, hein, parce que Saw Gerrera, encore une fois, fait cavalier seul, qu'ils ne soient presque tous fédérés pour foutre sa race à l'Empire et péter son étoile de la mort, avec des gens qui réussissent ou qui échouent. Je pense que c'est une période qu'on pourrait explorer encore davantage sans remuer. Si, écoute-moi bien, sans remuer Hear me out, hear me out. Sans remuer ce qu'on sait du canon, parce que c'est une grande galaxie. On peut très bien avoir des inquisiteurs qu'on sort de son cul, on veut tuer en voilà, des généraux, des mofs, des machins. Et on pourrait avoir, par exemple, se focaliser sur un groupe de personnages, genre un Jedi en Maroc, comme dans Rebels qui va protéger des gamins, tu vois, un réseau Ah oui, pour oui, oui, pas alors tu revoir les remets de la enfants, force tu vois, dedans. Oui, pour oui, mais sauver alors les si tu remets de la gamins. force, je veux bien. Mais faut que tu remettes de l'élément magique, sinon c'est pas du Star Wars. Mais on pourrait avoir, voilà, ce genre de Tu truc, peux, oui, oui, tout à fait. ou je sais pas, faire Bon, en un tout cas, un truc étrange, tu vois, quand je dis, ah là, ça n'a pas forcément un des Jedi, trucs bizarres, oui, ça, oui. ça pourrait être d'autres utilisateurs de force qui, justement, pour le coup, pas un Des Jedi leaders de qui la... est à dire, marre des Jedi, partez sur autre chose, sur d'autres utilisateurs de force ou des gens qui sont pas nécessairement Sith, mais qui utilisent la force de manière pas correcte, tu vois, tu pourrais avoir plein de trucs. Justement, de voir des mouvements anarchiques qui auraient pu nous permettre de voir d'autres utilisations de la force non codifiées par les Jedi. Bah, comme le petit garçon au ballet, partir sur cette idée qu'en fait, dans la galaxie, il doit y avoir plein de gens qui sont sensibles à la force, qui n'ont jamais entendu parler de façon académique, machin, etc. Parce que typiquement, dans cette période, bah, les Jedi ne sont plus là. Les Sith, bah, il y en a deux, et puis ils font la chasse à ce qui reste de l'ordre Jedi. D'avoir dans une équipe de résistants, ou pourquoi pas, au sein de l'Empire, des gens sensibles à la force qui vont devoir se planquer, éventuellement changer de camp. Je pense qu'il y a plein de super histoires à raconter. Oui, il pourrait, oui. Mais alors après, c'est le moment où ça va clasher avec le canon derrière ou j'en sais Non, rien après. pas nécessairement, parce que ça peut Oui, être ça peut dans être des choses je ne sais quel système, anecdotiques. Tout à machin. fait. Oui, oui, oui. Un, un inquisiteur qui est chargé de l'enquête, un qu'on n'a pas encore vu et qu'on recroisera pas, on s'en fout. Et puis avoir typiquement genre un gras-de-papier de l'Empire qui se rend compte qu'il a la force et puis il commence à avoir des gens qui le regardent, machin, hein, puis il se dit, ouh là là, va falloir Eh ben m'exfiltrer. oui, alors pour le coup, parce qu'ils ont fait quand même beaucoup de trucs sur l'administratif, ça aussi, c'est le côté chiant, mais ça va avec le côté, voilà, orwellien, Bradbury, machin, bidule. Ah bah oui, là, Brasier. Moi, on est j'avais dans le ministère de de la vérité Brasier et le machin. Et pendant oui. tout le truc. Tu vois, je voyais le Terry Gilliam, moi. Il y avait un truc, un parallèle avec Rogue One que j'avais bien aimé, qui remontrait comment le fait que finalement c'était blanc bonnet et bonnet blanc. C'est le fait que l'Empire utilise des créatures, parce que les non-humains sont pas très présents, mais utilise, et comme on parlait de la voix et de la communication et du dialogue, utilisait les derniers cris de gamins d'une espèce comme moyen de torture pour la pauvre, la très jolie actrice qui joue X. là-dedans, là. Et donc, elle était torturée à coup du coup, des cris d'agonie d'une bande de gamins Dans l'état qu'elle qui avait été était. massacrée sur une planète. Et quand on sait que dans Rogue One, on a Saw Gerrera qui fait quasiment la même chose, puisqu'il utilise une créature non humaine pour torturer le pauvre R qui était passé par là. C'était qui? C'était Body, je crois. C'était le. Oui, c'est ça. Ouais. Voilà, il lui retournait la tête pour avoir des renseignements. Donc finalement, ils ont les mêmes méthodes. Donc
Ah Le oui, fait bonnet que blanc, la blanc fin bonnet. Ouais, ouais, exactement non, clairement. pas, bien que la fin ultime est évidemment plus dans le camp des, des rebelles que du côté Oui, de l'Empire. bah, la cause qu'ils défendent est quand même plus défendable que celle de l'Empire, mais les gens de l'Empire, et puis même la population, enfin, t'en as qui sont opprimés, les ressources de leur planète surexploitées, etc. Mais t'as quand même beaucoup de gens qui trouvent leur compte parce que ils sortent de 3 années de guerre dégueulasses, et puis peut-être que du temps de la République, la lenteur administrative, l'indécision du Sénat, machin, bah ça va amener des problèmes. Et donc, du coup, bah, eux, l'ordre, la discipline, machin, hein, ça leur plaît. Je veux dire, les Allemands qui étaient endettés au-delà de tout ce qui est possible d'imaginer, humiliés par le traité de Versailles, hein, hein, ils ont mangé dans la main d'Hitler. L'ordre, là, c'est des choses auxquelles ils étaient réceptifs parce qu'ils vivaient dans un chaos Oui, indescriptible. voilà, la structure, bah, tout à fait. Bien sûr, donc il y a quand même dans l'histoire de l'humanité énormément d'occurrences où une population, de son plein gré, va céder ses libertés, son pouvoir de décision pour de la sécurité, pour de l'ordre, pour du travail, pour du travail. Ou pour un Euh, endoctrinement philosophique ou religieux. mhm. Mais où tu as un retour sur investissement immédiat. Tu vas bouffer dans ta gamelle, tu vas avoir un boulot à l'usine, ton gamin il va aller à l'école, ou il va aller à l'armée, etc. Et on te Il y a la dit que tu es sécurité. On te dit que tu es le meilleur, on te dit que tu as le droit, on te dit que tu as été spoilé, on te dit que tu as été machin, et roule. Enfin, je veux dire, ça n'a rien, malheureusement, ça n'a rien d'exotique. Donc, je pense que ce serait intéressant dans la saison 2 qu'ils insistent là-dessus et qu'ils nous Oh putain, montrent il y a une peut-être. saison 2. Ah, bah oui, la façon dont ça se termine, il y a une saison 2 en pré-prod, là. Bien sûr, il n'y Ah, a mon aucun Dieu, qui est non. terminé. À part Mais l'arc non, de moi, la je veux prison, pas. il n'y en a aucun qui est C'est très bien terminé. que ça se termine. Bah, c'est très bien que ça se termine sur un cliffhanger. Enfin, du coup, on peut le placer. C'était j'en fais partie ou tu me butes, quoi, à la fin. Bon. Il y a une saison 2 en cours d'écriture et normalement, Ah. elle devrait nous amener directement à Rogue One. Oh, pitié! Ah non, chic, chouette. On peut pas rester comme ça, il n'y a rien de Ah résolu. si, moi, Donc, je restais comme ça. Je suis sortie, j'étais là. ah non, ça tient pas la route, faut une saison 2, On c'est est prévu là. Mais pour. pourquoi ça ne tienne pas la route? Il n'y a pas besoin d'aller autre chose. Puisque la dernière phrase, c'est Count me in ou kill me. Bon, bah, de toute façon, c'est qui va se faire buter puisqu'il meurt dans Rogue One. Donc, moi, j'étais là, bah, très bien, c'est cohérent Et avec le son arc. destin des autres, on s'est investi ou pas Je m'en fous du dans destin la des destinée des autres. autres. Moi, Mais j'ai tu envie de savoir ce qui leur mais arrive à Luten, à complètement. Vel, à... Je Ah non, m'en fous moi je pense qu'au complètement. contraire, c'est... Non, non, bah, de toute façon, c'est officiel, il y a une saison 2 en cours d'écriture. Et je te Ah dis, ben, on n'est pas elle nous sorti de amène à Rogue l'auberge. One. On fait le pont avec Rogue One. Donc probablement, on va voir ce qui amène Andor au tout début de Rogue One sur la planète où il va finir par buter son indique pour pas se Ah faire gauler. là 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 là, oh là là, oh, je ne sais pas si je vais tenir jusqu'à là. Ah, moi j'ai hâte! Oh non! Ah bah tiens, tu veux que je te redise, on a dû parler de l'ordre et du machin, etc. Avec les choses. Ouais, mais c'est ça aussi. Alors tu l'as dit au tout début, le fait que c'était pas, il y avait pas le discours sur l'espoir. Ah non, pas parce que c'est tellement triste. C'est à la gueule de Diego Luna qui fait la gueule pendant toute la série. Et c'était ma gueule pendant toute la série aussi. Genre, oh putain, ah, je suis en touriste aussi, mais j'ai envie de faire mes bagages comme Padmé, même avec un Anakin pervers à côté, il n'y a pas de souci, hein. C'est pourtant, tu voyages, hein, tu vas à droite, tu vas à gauche, tu bouges, tu rencontres plein de gens, mais personne ne la fête. Pourtant, il passe par Cancun, il y a du bordel, il y a du cul. La première scène, tu es au bordel. Il y en a un autre, il va dans un endroit où il peut coucher. Je veux dire, il pourrait y avoir de l'ambiance, mais non, c'est juste triste, 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 triste. Je me l'ai marqué tout le temps. C'est tristoun dans tous les désespérés, dans Oui, tous les parce que la vie c'est la merde sous mais il n'y a l'Empire. Il pas faut... d'humour, mais même dans les trucs désespérés. Dans les trucs désespérés, tu as toujours des gens qui arrivent à faire de l'humour. Même dans les films de guerre, tu as des Oui. grands moments loufoques et rigolos. C'est pas obligé que ce soit la Grande Vadrouille, pas obligé que ce soit la Septième Compagnie, mais néanmoins, tu peux avoir de l'humour. Ce J'adore l'odeur du napalm au mais matin, au oui, petit matin. mais dans les trucs les plus horribles, les gens font du mal. Les médecins qui sont là à patauger dans la tripaille, ils sont bien obligés de rigoler, sinon tu t'en sors pas, quoi. Non, tu Et deviens dingue. Ouais. il y a zéro humour là-dedans, ou alors c'est de l'humour complètement involontaire, tu vois, comme justement le je suis là en touriste, où là tu t'esclaves, tiens-toi tes côtes. Et alors, les rapprochements avec, alors au début, moi ça m'avait frappé, j'ai dit d'accord, donc cette série est un cross entre Wally et Apocalypto. Bon.
Alors, avec le fait que tu avais justement au début l'ambiance apocalypto, d'univers, là, donc on voit je vais l'appeler Canary parce qu'ils sont en jaune, et puis du Ah, Canary. ça, oui, c'est vraiment pas ce que j'ai préféré, les flashbacks du début. Ah, les flashbacks de son enfance. Alors tu vois, limite, ce serait pour ça que je dirais que tu pourrais avoir une saison 2, c'est parce qu'il cherche au début sa sœur et qu'on lui dit lâche l'affaire, tu la trouveras pas. Et du coup, est-ce que finalement c'est lâche l'affaire, tu la trouveras pas, ou est-ce que dans la saison 2 il va chercher sa sœur, ou est-ce que parce qu'il a été incapable de trouver sa sœur tout du long, ça expliquerait pourquoi finalement il y a un lien qui se crée avec Jyn Erso, mais alors c'est pas exactement comme ça que moi j'avais lu la relation avec Jyn Ah Erso. bah non, c'est une Donc c'est relation romantique avortée, hein. varié, oui, avorté aussi, tu veux complètement, par les faits des choses. Euh, Ou il peut Ouais. renoncer à chercher sa sœur parce que, il est engagé dans autre chose. Ce serait une forme de sacrifice. Ce Oui, que lui mais il serait amené faudrait à qu'il y ait un sacrifier. renoncement de ça. Donc effectivement, ça, on l'a pas tellement vu et c'était quand même comme ça que ça s'ouvrait en mode je marche seul dans les rues sans personne, que mes pas qui résonnent, je marche seul. Mais du coup, c'est cette espèce de grande pyramide et comme bon, bah, Diego Luna, un côté latino, enfin il est Mais latino. il est latino, Il ouais. est latino. C'était vraiment là-dedans avec cette bande de gamins, parce qu'on n'avait pas, du coup, on l'avait pas développé dans l'épisode qu'on vient d'enregistrer sur les enfants dans Star Wars, où tu as des enfants livrés à eux-mêmes, un peu en mode Sa Majesté des mouches, bien que tu les vois pas nécessairement se foutre sur la gueule, mais tu penses que forcément ça va se passer comme ça. Donc ils sont livrés à eux-mêmes à essayer de se débrouiller. euh, Face à un univers qui est en train de leur péter à la gueule, quoi. C'est-à-dire qu'ils voient la destruction autour d'eux. Enfin, ça pourrait presque sortir du Seigneur des Anneaux ou de je sais pas où, ou d'Apocalypto, tu vois, c'est-à-dire ces espèces de créatures, pas de créatures, c'est pas des créatures, mais ces tribus qui vivent dans la forêt et qui d'un coup se retrouvent projetées dans une civilisation compliquée, fin de monde, quoi. Et Hmm. c'était un peu comme ça au début. Et donc, quand tu parlais d'ordre et de bordel, tu vois, tu avais ça aussi. Tu avais une espèce de bordel au début qui, qui est peut-être Ah, après, là dans lequel est tout l'univers, en fait, au moment où l'Empire décide d'arriver et de mettre il ça en fout coupe. sa mère dans un... bah, parce que les gamins, ils s'en accommodaient bien. Il y avait la grande... c'était très hiérarchisé. Il y avait la grande... bah, comme dans la guerre des boutons ou Sa Majesté des mouches ou machin. Là, c'est quand même très hiérarchisé. Et ça fonctionnait au final. Ils apprenaient à se démerder. C'est vraiment pas ce que j'ai préféré. J'ai vraiment préféré sa relation avec Marva. En plus, Fiona Shaw, moi, voilà, je l'adore. J'avais dit à Christine, je dis, écoute, c'est quand même bizarre. Elle est morte hors caméra. Euh, je serais très étonnée qu'on ne revoie pas Fiona Shaw dans le dernier épisode. Ça me paraissait inconcevable. Et c'est là qu'on a eu évidemment l'hologramme avec le message qui fout les poils, le moment Les Misérables, foutons la race sur les barricades, etc. Donc ça, c'était chouette. Et puis, le compagnon de Marva, qu'on voit surtout dans les flashbacks, le Black, qui est mort déjà une première fois en s'interposant face à un peloton de l'Empire. Voilà. Et bah, lui, ça lui a pas porté chance. Il a déjà été fusillé, hein. Donc, on est à nouveau dans Les Misérables. Il y a un petit rappel comme ça. Le nom, il prend le nom du mec, c'est ça, quand en plus il est. Ouais, ouais, ouais. Il est Mais t'es parce que encore dans un cas d'enfant adopté, l'adoption qui est toujours hyper valorisée dans Star Wars. Et comme on l'a dit, on n'a pas de problème avec ça en soi, mais il y a un moment où quand tu, sans arrêt en train de survaloriser l'adoption et l'adoptif, mais que tu passes ton temps à pas reconnaître les liens du sang ou à les dévaloriser ou à en faire des liens toxiques ou problématiques, comme Mon là, Mothma avec sa fille. pour moi, c'est vraiment toxique et problématique. Hmm. Parce que tu peux pas être tout le temps en train de montrer les liens du sang comme dysfonctionnels et les liens adoptifs comme merveilleux et miraculeux. Parce C'est pas que comme ça dans la vraie vie, hein, déjà. si simple que ça, et ça devrait pas être aussi tranché. Il y a des liens adoptifs qui sont extrêmement toxiques et dysfonctionnels, et il y a des familles, des liens du sang qui sont extrêmement positifs aussi. Enfin, tu peux pas partir que sur ça. Et là, ce qu'ils envoient, c'est quand même, moi, ça me gêne, hein, vraiment. Ah, c'est problématique parce que c'est systématique chez eux, en fait, hein. Oui, c'est systématique. Ce serait pas systématique, Ça très poserait bien. pas de problème parce que tous les cas de figure existent et toutes les compositions de famille, y compris les familles de sang, papa, maman, les enfants, enfin vraiment à l'ancienne, bah il y en a plein où ça va quoi. Enfin, je veux dire,
Donc ce serait bien qu'il le montre aussi, ça. Et jusqu'à présent, bah, Oui, parce que là, le rapport entre le fils et sa mère, donc Cornflakes, est toxique. oh bah, il s'en fout de sa mère, il s'est réfugié chez elle, il est revenu à la gueule enfarinée, mais il la méprise au dernier degré, Oui, et il lui puis pique elle, son pognon, il se casse. Et elle elle, lui elle le explique méprise ça. aussi. Hmm, Enfin, oui. c'est pas terrible. Mon Mothma et sa fille, Bah, elles ça sont va pas pas du tout. du tout sur la même longueur d'onde. C'est la fille de son père et elle adhère à fond aux valeurs chandrilènes et au mariage chandrilin tu te maries à 14 ans sans amour, machin, pour unir les lignées, en fait, hein. Bienvenue, comme pour la noblesse, voilà, c'est des calculs mercantiles et politiques. Et puis, bah, du coup, Mon Mothma, elle va devoir vendre sa fille pour financer la rébellion. Ça donne un cachet supplémentaire, une épaisseur supplémentaire au personnage, hein. Vraiment, Mon Mothma m'a beaucoup surprise et je me suis vraiment beaucoup attachée à elle dans cette série. Parce que elle, elle fait des choix impossibles, elle aussi. Impossibles. Donc, c'était chouette de la voir, sachant que sa vie n'était pas menacée, mais de se dire que, mon Dieu, psychiquement, là, elle a tout sacrifié aussi, quoi. Ça la rapproche de Leia quelque part. Il y a un sacrifice de la famille, là aussi. Mais il y a Et toujours à chaque fois un consenti. sacrifice de la famille. Hmm. Ça Il peut est se parfois comprendre. consenti, parfois à l'insu de ton plein gré, hein, mais à un moment donné, oui, tu peux pas t'engager sur une cause politique et conserver ta famille. C'est à croire que tu peux pas avoir les deux. Alors que dans la vraie vie, il y a des gens qui ont réussi à sauver les deux, à faire les deux. Mais là, pour Le problème, l'instant, c'est que ça peut se comprendre sur le contexte qui les préoccupe, que ta famille passe après. Mais là, quand dans le même temps, tu as le fait que la famille adoptive est plus forte que la mort, non. pas à chaque fois, quoi. Pourquoi pas, mais pas à chaque fois. Il faudrait aussi de temps en temps la famille Biologique, hein. Hmm. biologique soit également plus forte. On ne nie pas qu'il y a des difficultés dans les familles biologiques, mais il y en a aussi dans les familles adoptives. Enfin, et je te dis, c'est le propos qui est gênant, quoi. Hmm. Le seul contre-exemple, ce serait Jean Erso. Parce qu'elle avait, c'est son père biologique qu'elle va retrouver. Ça se finit mal, mais c'est le lien avec la famille biologique, du coup. Ce serait le contrepoids à Andor, qui est lui, un enfant adopté, quoi. C'est vrai que ces occurrences-là sont finalement assez rares, Très rare, parce qu'à part Jean, j'essaie de réfléchir, il n'y a rien qui me vient, quoi. en fait. Donc du coup, on est effectivement clivé, mais comme je crois la plupart des... clivé, mais pas tellement, finalement, on est clivé sur le fond principal, ce qui était ce qu'on a Mhm. dit, c'est-à-dire la question du débat, est-ce que ça a sa place ou pas dans Star Wars? Je pense que tous les deux, dans la qualité et dans ce qu'on peut en dire, on connaît qu'il y a énormément de choses passionnantes à en dire et qu'ils avaient fait du beau travail. Après, voilà, oui, c'est vrai que c'était un objet, c'est un joli objet avec plein de choses intéressantes sur le fonctionnel et la banalité du mal, tu vois. Mhm. Moi, c'est vrai qu'après, dans mon ressenti, il y a un moment où c'était devenu trop banal pour que ce soit un mal qui m'intéresse, pour que ce soit un mal nécessaire dans l'univers de Star Wars. C'est-à-dire que quand tu es dans le niveau où on était du mal absolu, tu vois, bon, avec un côté conte de fées, hein, mais qui normalement est pas caca dans Star Wars. C'était le projet. Et donc, je reconnais la valeur de ça. Et ça pouvait aussi être présent dans Star Wars. On en avait parlé, toi et moi, par rapport à le déplacement qu'on pouvait voir dans la postlogie, justement, sur l'intérêt du mal vers la machine. Mhm. On avait parlé dans DJ et la machine et peut-être dans d'autres occasions. Mais il y avait encore le côté romanesque et fantaisiste qu'on n'a plus du tout là-dedans. Non, parce que là, t'es pas dans les archétypes, t'es pas dans la mythologie, t'es pas, c'est pas du tout cette approche-là, en fait. Donc, ça ne n'enlève rien à ce que tu viens de dire en termes de, bah oui, Star Wars, ça reste du mystique, ça reste du machin, hein. Faut pas oublier non plus que c'est une série annexe, c'est pas le cœur de la saga Skywalker, etc.
Donc moi je pense que ça peut très bien coexister. Après, il y a des gens comme toi à qui ça parlera pas parce que ça s'éloigne trop du côté mystique, fantasy, euh, qui est dans l'ADN de Star Wars. Mais la guerre aussi, donc c'est là il y a un parti pris qui a été assez radical, effectivement. Mais Alors la question c'est, et c'est là que ça sera intéressant de voir, c'est-à-dire est-ce que c'est, comme tu l'as dit, juste un à côté, une note de bas de page, ou est-ce que c'est une direction qu'ils vont prendre? Et tu vois, ce sera intéressant de voir sur les films que peut-être on aura un moment ou un autre. Parce Mhm. on était censé en avoir un en 2022. C'est visiblement foiré pour le premier film à Ça sortir. paraît un peu mort là quand même, ouais. Ça a l'air, ça a l'air très mort. Donc, Ouais. je ne sais pas si on est en 2023. Voilà, on ne sait pas où on en est parce qu'il y a des trucs qui ont l'air de capoter. Mais alors, faudra voir effectivement ce que va faire Taika Waititi, leur fameuse trilogie qui sont censées. Si Ryan Johnson refait une trilogie, et qu'est-ce que ça va amener? Parce que s'ils s'éloignent finalement trop, s'ils vont trop dans ce qu'on a eu là, ce sera plus un à côté, ce sera un changement de direction. Et si c'est un J'y changement de direction, j'y crois pas trop dans la mesure où dans les séries qui arrivent, on a quand même le Mandalorian 3 avec on a toujours gros goût, machin, là. À voir ce que ça va devenir. On a Ahsoka qui va y aller à fond les ballons sur la Force. The Acolyte qui se passe pendant la Haute République. M'étonnerait qu'on échappe à un Jedi perdu dans une taverne ou quoi au caisse, tu vois, ou sur un astéroïde. Donc je pense pas qu'ils vont abandonner le côté mystique, la Force, etc. de sitôt. Enfin, à mon avis, c'est pas en projet. j'en sais Par rien contre, si Ahsoka, ce sera sur la force. Ça va peut-être être juste être Ahsoka travaille dans une usine de cacahuètes pour payer ses fins de mois, tu vois. le premier visuel qui a fuité, elle est dans un temple Jedi plus ou moins en ruine. Ah, Donc, j'y crois pas trop qu'on n'aura pas la architecte force d'un des saut. ruines, moi je prends. J'en ai marre du brutalisme. Moi, j'étais plutôt. Je demande à voir, quoi. Comme tout avec Star Wars, je jugerai sur pied. Ouais, c'est ça, faut juger sur pied. C'est au pied du mur qu'on voit le maçon, c'est au pied du mur qu'on voit les cadavres de Félix. Et les briques, et voilà, la brique de Marva dans ta gueule, parce qu'à un moment donné, elle sert d'arme. Ah oui, 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 c'est dans ta gueule la Une brique. brique, ça peut être aussi une arme, hein, il faut pas oublier. Intéressant aussi, c'est que finalement, il refaisait un point positif de la chanson de Pink Floyd. Parce que presque Another brick in the wall. mais ça a l'air d'être bien, tu vois, de leur point de vue, c'est connoté positivement de devenir une brique dans le mur ou une brique dans ta gueule. Non, non, mais encore une fois, ça c'était vraiment ce rituel, ce monde-là germinal, je l'ai trouvé fascinant à bien des égards. Alors, le monde germinal, je ne sais pas, mais le rituel qu'on doit un jour parler de la mort et des choses comme ça, il faut qu'on le fasse. Oui. Clairement, heureusement qu'on l'a pas encore fait. Je pense que finalement la force était avec nous. Ce serait dommage de pas parler de ça et de la question du deuil maintenant avec ce qu'on a eu dans cette série-là. Donc c'est vrai qu'il y a des choses intéressantes, oui. Il y a des choses très intéressantes à mentionner. Mais on était toutes les deux d'accord là-dessus de toute façon. Oui. Alors, À vous dans team, les commentaires. team, c'est du Star Wars, team c'est pas du Star Wars, team vous avez aimé, team vous avez dormi. Voilà, c'est la question. Team, vous en avez rien à foutre parce que maintenant vous êtes sur On autre prend chose. tous les avis sont valides. Ah, Voilà, mais donc tout, n'hésitez pas à vous exprimer. valide. Et puis, ben, on se retrouve bientôt pour du contenu Star Wars ou autre, hein, voilà. Et ben, on se retrouve déjà l'année prochaine presque, hein, parce que on est presque à la fin de l'année. Ouais, vous allez avoir un peu de contenu quand même en décembre, mais ouais, c'est la fin des Ah oui, haricots là. C'est une des dernières émissions de 2022 avec les génériques à la con. oui, c'est vrai. C'est Oui. vrai, c'est la dernière fois Tu que vous nous sors avez XR, entendu. je pense que t'es quasiment arrivé au bout du truc, hein. Ah non, non, on aurait pu tourner encore longtemps, mais quelque part, il y a un soulagement de plus avoir à se dire, enfin, qu'on cherche un truc. Puis il va peut-être y avoir un soulagement chez les auditeurs aussi de se dire, oh, ça y est, enfin, on va pas avoir Tirli Pompon sur le chihuahua. Eh bien, ce serait mal nous connaître parce qu'il n'y en aura plus en ouverture, mais il y a des chances qu'il y en ait pendant, parce qu'en général, on en place toujours On un ou ne deux. promet rien pour autant, tu as raison de le dire. Et bah sur ce, on vous dit à tout bientôt. À très bientôt!